à tous, bonjour à vous et merci de nous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision puisque vous y êtes en même temps avec 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. C'est votre talk show qui, comme chaque jour, entre 10h et 12h, vous permet de mieux comprendre l'actualité du Cameroun et tout ce qui gravite autour de la République. Naturellement, les attitudes des acteurs camerounais aujourd'hui, quel regard vous y jetez en même temps et quelle appréciation vous devriez en réalité en faire. Juste vous dire que ce matin, le Cameroun se réveille avec une once de crainte en même temps, et climat froid, oui, en ce qui concerne les marches à venir du 22 septembre prochain. Finalement, marchera-t-on ou pas? Où est-ce qu'on marchera au moment où les gouverneurs de la région du centre et du littoral ont interdit le 11 septembre dernier toute manifestation publique au niveau de leurs régions respectives? Comment comprendre aujourd'hui que les gouverneurs soient en train de réprimer une marche qui devrait s'organiser et reconnue de façon pacifique au Cameroun? Qu'est-ce qui justifie cette attitude aujourd'hui? N'oubliez pas également qu'il y a quelques semaines avant, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, avait lui aussi martelé que toute personne qui rentrerait dans cette marche pacifique pourrait justement se voir être enfermé de la façon la plus dure. Alors, et la question est posée ce matin, sommes-nous dans un état de droit ou pas? Sommes-nous en démocratie ou pas? Ou finalement, sommes-nous dans une réelle tyrannie comme beaucoup le pensent aujourd'hui? La question fait parler plus d'un Camerounais au moment où nous parlons. Et encore ce matin, on n'hésitera pas de faire un petit trait d'union là-dessus pour pouvoir mieux comprendre les différents enjeux du moment, mais surtout les attitudes des partis politiques et même des leaders des différents partis politiques qui sont eux aussi dans une certaine sortie, dans plusieurs sorties aujourd'hui, qui tentent eux à leur façon d'interpeller les Camerounais sur cette démarche qui semble être salutaire. La grande équipe est au complet ce matin. Charles Amel Bachou, Karine Santia, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Jusqu'à 12h, nous allons vous servir. Je commence déjà à dire bonjour en Bonbon Bengan Kandje. Bonjour Bonbon et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La semaine dernière, je commençais en m'insurgeant contre la manière avec laquelle les autorités administratives se sont incrustées dans les chefferies traditionnelles. Je faisais alors allusion à la communauté Bobenda de Londi et à Kribi. Deuxième, cette fois-ci je reviens, c'est la communauté Babouangtou. Madame le sous-préfet de Banja, sommes le chef supérieur d'échanger notable entre nous. Un problème de succession dans une famille, parce que le papa était notable à la chefferie Babouangtou, toutes les commodités ont été faites, le notable a été choisi, mais simplement parce qu'à un moment donné, dans les années 60, début des années 60, les enfants jeunes, quelqu'un avait assuré la régence. Étant mort, on veut revenir à la normale. On est revenu à la normale sous l'encadrement de Sa Majesté Kalek Pierre. Aujourd'hui, c'est l'autorité administrative qui lui dit non, le successeur là ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il s'y connaît? Madame le sous-préfet. Madame le sous-préfet, laissez la succession se faire. D'abord, ça c'est déjà fait. N'entrez pas dans les affaires internes des familles. Ça ne vous concerne pas. D'abord, ici, il ne s'agit pas du chef, de la désignation d'un chef. Laissez tranquille. Sa Majesté Kalek, le confrère, restez tranquille. Dites au préfet que vous n'allez pas transiger à la règle. Vous avez procédé à la succession de cette famille. Maintenez-y. Que l'autorité administrative prenne acte de ce que vous avez déjà fait. Mais au-delà, les millions d'un petit frère ne vont pas venir perturber comment je veux dire, le fonctionnement de nos institutions traditionnelles. Les millions, c'est pour les dignes filles. S'ils veulent, ils donnent. S'ils ne veulent pas, ils restent avec. Qui est-elle justement, cette sous-prophète qui s'insurge dans les affaires de la chefferie traditionnelle de Babouangtou aujourd'hui? Encore une femme. C'est assez grave, au-delà d'être une femme, oui, et de s'insurger dans les affaires d'une chefferie où on parle de notabilité, les 9 en même temps. Et lorsqu'on dit notable, il y a des critères exemplaires, des critères qui relèvent de l'autorité traditionnelle. Comment comprendre que la sous-prophète s'insurge dans les affaires d'une administration, on va dire traditionnelle? Quel est son poids
Est-ce que c'est qu'il y a des gorilles là-bas à Chefferie? De toutes les façons, et des chimpanzés. On ne lui souhaite pas d'avoir un retour difficile. Charles Amel Mbachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Très en colère, me semble-t-il. Oui, je connais personnellement Sa Majesté Kaliok et je peux vous rassurer que ça ne descendra même pas à la chefferie. Ce genre de vent ne va pas arriver à la chefferie. Ce n'est pas quelqu'un qu'on soulève avec un doigt, M. Michel Ngatou. Je peux vous le rassurer, le connaissant. Bien. Combien d'enfants a réellement été inscrit dans les 2 régions anglophones? A-t-on véritablement fréquenté dans les régions anglophones? Le gouvernement nous a fait comprendre et croire que véritablement il y a eu école et que le passé est loin derrière nous. Mais les derniers résultats de l'Office du baccalauréat du Cameroun nous disent le contraire. Sur 118 714 candidats présentés par l'OBC, les 2 régions anglophones ont présenté 410 élèves. 410 élèves aux examens. Nord-Ouest, 106 inscrits, 103 ont pris part aux examens, 63 ont été admis. Dans le Sud-Ouest, 304 candidats ont été inscrits, 298 ont été inscrits, 153 ont été admis. On a présenté 410. Alors, pourquoi mentir à l'opinion nationale et internationale? La question, je vous la pose. Y a-t-il dans la paix là-bas? Eh bien, les chiffres sont assez évocateurs. Hein. Charles Amel Mbachou également pour les Camerounais qui nous regardent ce matin. N'ayons pas honte de le dire, le gouvernement manque encore. C'est très dangereux justement ces chiffres. Qui finalement est allé à l'école? Vous le dites très bien, dans les régions anglophones du Cameroun aujourd'hui, les chiffres sont là et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est assez grave. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. La diplomatie française s'est activée pour notamment faire voyager un Camerounais, un de leurs, quelqu'un qui a la nationalité française, justement parce qu'arrivé à l'aéroport, il a été interdit de voyage par le commissaire de l'aéroport. Et tout cela se joue au Cameroun. J'ai pas bien compris. Je le dis tantôt, un Camerounais, de toutes les façons, un Français de nationalité a voulu voyager, quittant du Cameroun pour rentrer dans son pays, mais il a été interdit de voyage par le commissaire de l'aéroport, justement parce qu'il s'appelle Wanto. Très bien. Général Wanto. Général Wanto. On a cru que c'était lui, en fait. Malheureusement. Et je rappelle en même temps qu'il y a quelques temps, avant le Covid, le même commissaire de l'aéroport international de Douala ici aurait saisi justement quelques Camerounais à la descente d'avion leur demandant qui êtes-vous? C'est vous qui manifestez en France pour Maurice Kamto? C'est vous qui parlez mal du chef de l'État? C'est vous? En Allemagne? Non, c'était des Camerounais justement qui revenaient de l'Allemagne et qui ont été interpellés. Il a fallu justement que celui-là lui rappelle que, monsieur le commissaire, je suis là parce que je viens m'occuper de mes parents. Alors, j'ai pas assez de temps à passer avec des histoires d'hommes politiques. Il y a eu des éclats de voix. Effectivement, des éclats de voix. Et qu'ils comprennent que, finalement... Alors, mais quelle est cette façon d'accueillir les Camerounais? Quelle est cette façon d'accueillir les gens à l'aéroport? En tout cas, c'est des sujets qui nous interpellent, Karine Sontia. On en parlera au courant de l'émission. Madame, monsieur, allons saluer Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour à vous, Dominique. Bonjour, Michel Ngatou. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je partage avec tous les Camerounais une citation de Ruben Oumniobé qui disait « Un peuple décidé à lutter pour sa liberté et son indépendance est invincible. » Voilà. Est-ce que le message est passé? Ça va passer. La citation est passée. Ça va passer. La citation est arrivée. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Madame, monsieur, merci à vous. Vous connaissez les plateformes en même temps qui sont connues 10-12, le Zénith, Facebook, Equinox TV. Toujours sur Facebook, vous nous regardez en live, vos commentaires sont attendus et le contact qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure, nous vous lirons. Dominique, l'histoire du jour, s'il vous plaît. L'histoire de ce matin est l'histoire d'une maman qui a décidé de nous ouvrir son cœur à nous ici sur ce plateau et à toutes les personnes qui nous regardent à la maison. Elle aimerait savoir s'il y a une possibilité de sauver son fils. Surtout, la question s'adresse aux traditionalistes puisque sur le plan physique, son fils n'a pas une quelconque maladie. Donc, elle aimerait comprendre si est-ce que son fils a été envoûté, s'il a été, si on a mangé son cerveau, de quoi il souffre. En fait, c'est un jeune homme qui a fait ses études d'ingénierie à Ngaoundéré. Avant de trouver le travail, il a un peu tourné dans la ville de Yaoundé, il n'avait pas de travail,
de temps en temps, il faisait des jobs pour pouvoir avoir au moins de quoi charger son téléphone, avoir du crédit. Donc, par chance, il réussit à avoir un travail dans la ville de Kribi et il va s'y installer dans cette ville-là. Quelques mois après le début de son travail, sa mère l'appelle pour lui dire « Mon fils, voilà, j'ai une petite situation ici, j'ai un problème d'argent. » Et il demande à sa mère « Tu as besoin de combien ?» Il lui a envoyé l'argent et sa mère dit que son fils a commencé à dégainer. Elle a un problème de 500 000. Papou, j'ai un problème d'argent. S'il te plaît, est-ce que tu as besoin de combien, maman? 500 000, il envoie. Tu as besoin de combien? 200 000, il envoie. Voilà ton frère, j'aimerais qu'il fasse un voyage pour l'étranger. Et il faut 1 million pour compléter ce que j'ai. Il envoie. Et de fil en aiguille, elle s'est inquiétée de savoir, mais où est-ce que mon fils prend autant d'argent en si peu de temps? Il vient à peine de commencer le travail. Avec une de ses copines, elle décide d'aller sur le terrain à Kribi pour rendre visite à son fils. Tout semblait normal. Son fils leur a payé de quoi rentrer et tout. Quelques 2 mois après leur retour dans la ville de Yaoundé, son fils l'appelle et lui dit « Maman, j'ai une petite situation, là j'ai un petit problème, j'aimerais que tu m'envoies un peu 300 000. » Elle se dit « Bon, mon fils fait tellement pour moi que 300 000 c'est rien, certainement, il a une petite situation. » Et elle lui a envoyé les 300 000. Et depuis, son fils n'a plus de travail. Elle dit que lorsqu'elle est allée avec sa copine, elle a pris attache avec la bailleresse de son fils et de temps en temps, elle prenait les nouvelles de son enfant. Sauf que au mois de janvier, elle appelle la bailleresse et la bailleresse lui fait savoir « Ça fait des mois, ton fils ne paye pas la maison. Il est dans une situation un peu compliquée. Il faudrait que tu viennes le voir sur place, comme si il a perdu son travail. » Et lorsqu'elle appelle son fils lui dit « Effectivement, j'ai eu un petit problème. Je ne travaille pas et tout. Mais rentre à la maison. Pourquoi tu restes là-bas? » « Non, je vais me débrouiller. Je vais faire quelque chose. » Dans cette ville de Kribi, son fils a mis enceinte une fille de 17 ans. Qui aujourd'hui a donné naissance à un enfant. Sa mère a dû faire venir la fille dans la ville de Yaoundé où elle s'est occupée de la layette. Mais de façon ramassée, elle raconte que son fils a commencé à perdre des couleurs. Il a commencé à maigrir. Il s'enferme dans la maison avec des déchets, des chaussures qu'il ramasse dans les marchés. Vous savez, dans les marchés, il y a souvent des chaussures qu'on jette là, qu'on ne vend pas. Son fils ramasse ses chaussures. Avec la famille, on est allé prendre l'enfant. On le ramène à Yaoundé. Il fait mine d'aller aux toilettes et paf, il disparaît. Il retourne dans la ville de Kribi. Sa mère va, et la bailleresse lui a dit, il faut que je t'amène chez un monsieur, il voit, et peut-être il va essayer de soigner ton fils. Et lorsque son fils la voit venir, elle lui dit, elle va t'amener chez le marabout. Maintenant, ils vont me tuer et tout. On a essayé d'aller voir un prêtre exorciste. Son fils a dit qu'il n'y va pas. Il a dit qu'il ne veut pas aller chez un marabout. Il ne veut rien. La famille allait déménager de force, rien du tout. Le garçon s'est trouvé une autre maison, mais il persiste, il dit qu'il veut rester dans la ville de Kribi, de Kribi, voilà. Donc là, voilà, c'est une maman, elle dit qu'elle ne sait pas vers où se tourner, elle ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de son fils, elle a l'impression que son fils a certainement mis sa main quelque part, et si c'est le cas, comment est-ce qu'on fait pour l'en sortir? Parce que c'est son fils aîné. Très bien. Et il n'y a pas de chef de famille dans leur famille parce que le grand-père, on n'a pas encore fait les funérailles pour désigner la personne qui va porter la famille. Il n'y a pas d'autre malheureusement, il n'y a pas d'exorciste sur le plateau ce matin pour pouvoir nous dire comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Qui vous a dit ça? Yama? Très bien, merci beaucoup. Ça c'est rassurant, Charles. Pas les exorcistes des églises. Il veut parler de des églises. On tentera ensemble de mieux comprendre cette réalité, mais surtout essayer à notre façon de prodiguer des conseils à ceux qui nous regardent ce matin à travers une histoire comme celle-là. Mais surtout d'abord... vous permettez? Voilà, j'ai oublié un détail. Oui, lorsqu'elle est allée voir le marabout lui a dit... Elle est finalement allée voir le marabout sans son fils. Et ce marabout lui a dit, il va falloir qu'on lave ton fils parce qu'on lui a enlevé sa silhouette. C'est un détail important pour que... Ah d'accord, on lui a enlevé sa silhouette. Sa silhouette. Pas l'ombre, hein, la silhouette. Donc maintenant, pour le soigner, il faut le laver. Et comme le garçon ne veut pas, il a dit à la mère, je peux vous laver à sa place de façon indirecte. Mais au moment où l'argent venait? Non, elle n'a jamais su. Voilà. Il travaillait, non? Oui, mais il travaillait, au moins, elle a au moins enquêté pour savoir ce qu'il faisait comme activité? Non, c'était par rapport à sa formation. C'est un ingénieur, oui. Ok, merci beaucoup. Allez, Bobo Mbengan Kandji, une histoire comme celle-là, comment est-ce qu'on la résout? Comment est-ce qu'on la comprend déjà pour mieux la résoudre? On la résout après consultation du malade. Première chose. Deuxième Est-ce qu'il veut se faire consulter le malade?
Il ne veut pas. Oui, on peut le consulter, même s'il n'est pas là. Bien sûr, mais Même s'il n'est pas là, on peut le consulter. Oui, on peut le consulter, même s'il n'est pas là. On a son nom, on a... Sa date de naissance. Voilà, on a son nom, on peut le consulter. Mais le problème principal n'est pas là. C'est vrai, c'est une maman qui souffre. Le problème principal, c'est l'organisation harmonieuse de nos foyers. Et quel est l'encadrement spirituel que nous avons dans nos familles. Lorsque nous avons des familles hybrides, chrétiens, musulmans, bouddhistes et tout, et à un moment, les choses ne vont pas, on ne sait plus à quel sens se vouer. Alors on se met à critiquer le comportement, quelquefois même à insulter les grands-pères, dont on a refusé l'orientation spirituelle. Voilà, donc voilà, c'est ça le vrai problème. Parce que lorsqu'un enfant naît, quand on lui donne un nom, il faut vous référer à votre spiritualité. Parce que c'est dans votre spiritualité que vous verrez la santé. Je parle de la santé physiologique, psychique et tout ce que vous voulez, en attribution de nom. Et lorsqu'un enfant naît, il y a les 3 dimensions de l'homme sont révélées. Si vous vous attachez à votre spiritualité, il y a le corps physique. Vous voyez, oui, un beau bébé, il ressemble à sa maman, ressemble à son grand-père. Voilà. Mais il y a l'esprit, mais il y a davantage l'âme. Bon, quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en lui? En fait, c'est ça qu'on fait éclore. Mais quand on en parle, alors que notre démarche est scientifique, on vous dit, ah non, c'est marabout, c'est le ceci, c'est ça. Donc, il y a une confusion entre ceux qui sont des spirituels et qui pratiquent la spiritualité africaine et ceux qui sont des marabouts. Donc, et c'est ça, c'est dans cet hybridisme-là que il faut d'abord à la base, justement, que la dame qui nous regarde ce matin comprenne qu'il y a eu un mauvais départ sur la spiritualité, effectivement. Tout à fait. Parce que est-ce que le nom qu'on a donné à l'enfant, c'est un bon nom? Est-ce que le nom qu'elle choisit voit mon bon? Oui, c'est le nom qui est l'identité de quelqu'un. D'accord. Cher ami, vous pouvez être là pour peu qu'on ait discuté sur le nom à donner à l'enfant, ça aura un impact sur vous. Positif ou négatif, il y aura un impact. Maintenant, le nom qu'on vous attribue, pourquoi on bénit l'enfant? Quand on vous donne le nom, on prononce les paroles de bénédiction relativement à l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Maintenant, et les gens vous diront que est-ce que les Africains connaissent Dieu, alors que c'est nous qui avons appris au monde que Dieu existe. Donc, quel est le nom qu'on a donné à l'enfant? Il est né dans quelles circonstances? Quand il commence à travailler, apparemment, il a bien fait l'école des Blancs. Et il a trouvé travail. Maintenant, il commence à donner, à distribuer. Maman ne s'interroge pas. Son père est même où? Il est mort. Bon, son père est mort. Dans quelles conditions? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mythes congénitaux. Si c'est une famille où il y a beaucoup d'accidents, de morts accidentelles, noyades, accidents de circulation, tout ça s'explique. Est-ce que c'est une famille de guerriers? Est-ce que c'est une famille de commerçants? Tout ça s'explique. Donc, c'est après avoir consulté l'enfant qu'on saura. Bon, maintenant, je ne conteste pas le premier diagnostic qu'on dit, il n'a pas de silhouette, ça existe aussi. On peut vous la voler, votre silhouette? Absolument. Comment Absolument. Comment ça? On peut avoir décidé que son papa ne va pas former un foyer, une famille stable. Il meurt vite, sa maman, sa femme reste dans les tribulations, ne peut pas encadrer les enfants, bien qu'ils soient intelligents et tout. Il y a plein de choses. Et à ce moment-là, l'enfant qui est né avec une âme intelligente, il sera intelligent, mais il ne pourra jamais se constituer. Donc avoir une femme, une vie, se constituer véritablement. Donc à ce moment-là, on vous attaque, on vous prélève la substance de ce qui vous fait, voilà, comme un homme. Il y a des gens comme ça dans la société, tout le monde vous déteste. C'est-à-dire vous avez un problème de relations sentimentales avec vos frères et sœurs, avec les collègues de service. Vous ne pouvez même pas avoir une relation sentimentale sérieuse, harmonieuse. Donc ça existe. Donc il faut savoir quel type de pathologie il souffre. Est-ce que justement, à tout ce que vous évoquez, Mohamed Ngane, spirituellement parlant, traditionnellement parlant, il y a des solutions évidentes à tout cela? Absolument, absolument. Il y a des solutions à cela. Donc, de façon à être fier, dire on a été guéri? Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui peut faire que
votre fille part en mariage, fait 5 ans, n'accouche pas, on constate qu'on avait ligaturé ses trompes, on la délivre, on ne va pas faire souffler les trompes à l'hôpital, ou on ne va pas faire ceci, ou venez, on lave, on fait un rituel, elle accouche, et on peut même commander les enfants. Si elle est une fille qui est née avec une âme vraiment divine, et tout, on peut lui dire, bon, tes premiers, comme tu es resté longtemps sans accoucher, tu auras des jumeaux. Tu vas faire des jumeaux 2 fois. On commande, les premiers seront des garçons, les seconds seront les filles. On peut le commander. Merci Bombok. Merci beaucoup pour cette appréciation ce matin. Et Karine, comment vous aussi vous appréciez l'histoire de ce matin? Je vais commencer par dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et la maman n'a pas voulu lire les signes. Comme Le moment où son enfant a commencé à travailler, elle a commencé aussi à lui poser des problèmes d'argent. Et ce n'était pas des petites sommes, 500 000, 300 000 et autres. Quand votre enfant vient d'entrer dans une entreprise, je ne sais pas comment il fait pour avoir ce genre d'argent. Je sais pas, il a travaillé combien de temps? 1 an. Et c'est après 1 an qu'elle a commencé à lui demander des sommes d'argent. Et vous voyez que le mois-ci, il donne 500 000. Le mois prochain, il donne 300 000. Soit cet enfant, dans cette entreprise, il gérait les finances, ce qui fait qu'il pouvait détourner facilement de l'argent. Soit son enfant est arrivé dans l'entreprise, a souscrit à quelque chose et est devenu ce qu'il est devenu. Parce que lorsqu'on lui dit qu'on l'amène quelque part, il dit que non, je ne pars pas là-bas, sinon on va me tuer. Il ne faut pas prendre à la légère les paroles de quelqu'un qui est devenu une loque. Il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est des personnes qui parlent des choses qu'elles ont vécues, même si ce n'est pas physiquement, mais psychologiquement, elles le vivent. Spirituellement, elles le vivent. Et lorsque vous arrêtez de prendre cela en compte, vous pouvez sombrer. Et comme je le dis, la maman n'a pas pu lire les signes précurseurs du danger qui est en train de guetter son fils. Et je me dis que son fils est ingénieur, il est arrivé dans une ville qui est très très bruyante et il en a profité pour souscrire à quelque chose. Nous savons tous ce qui se dit. Maintenant, je ne veux pas stigmatiser la vie. Il y a des propositions dans les entreprises. C'est le genre de personnes, il y a des enfants que lorsqu'ils entrent dans les entreprises, c'est-à-dire que quand il entre dans l'entreprise, il veut directement avoir ce que celui qui a fait 10 ans dans l'entreprise a eu. Donc, il arrive, il a fait 6 mois, il veut directement avoir une augmentation de salaire, il veut directement être cadre, il veut directement avoir la voiture, il veut qu'on lui donne une maison. Il y a des gens comme ça qui en ont. Vous qui êtes maman, Karine, on dit souvent que la mère accouche l'enfant, mais n'accouche pas le cœur. Alors, c'est vrai que maman... C'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas pu lire. Oui, justement, c'est pour dire, est-ce que maman elle-même, à la base, ne s'est pas rendu compte que l'enfant pouvait être tenté par certaines choses? C'est pourquoi je dis qu'elle n'a pas pu lire. Et prendre justement sa responsabilité de maman en conseillant en permanence l'enfant en disant... Si vous conseillez un adulte, sachez qu'il finira par décider de lui-même. Donc votre conseil ne sont pas des autres. Mais vous savez que les garçons... Votre conseil n'est pas un ordre. Votre conseil n'est pas un ordre. Que ce soit à un homme ou à une femme. Quand vous allez dire des choses à quelqu'un qui est envieux et qui est avare, vous allez vous botter le pied. C'est pourquoi on laisse souvent les enfants se foncer dans le mur avant de maintenant les récupérer parce qu'ils ont déjà goûté à l'échec. Ce qui se passe avec ce jeune, j'ai dit, c'est une hypothèse. Certainement, il est arrivé dans cette entreprise qu'il a recrutée avec tout son bagage et toutes ses connaissances. Il n'a pas réussi à faire en sorte que ses connaissances soient les seules qui vaillent et a décidé de souscrire à des choses pour avoir certains avantages. Ça se passe dans les entreprises au Cameroun, dans plusieurs entreprises. Et si c'était de la dépression? Je vais y arriver. C'est pourquoi je dis, vous me coupez tout le temps. Vous voulez que je termine comment? Je vous relance, madame. Je vous relance, c'est normal. Comme je le disais tantôt, la maman n'a pas pu lire. Maintenant, il y a des gens qui arrivent quelque part et il suffit qu'ils aient une perte d'emploi pour qu'ils choquent et ils sombrent. Ce jeune homme, peut-être qu'il est arrivé dans l'entreprise où il a eu cette malversation financière qui a fait qu'il a envoyé de l'argent à sa maman, je ne sais pas. Peut-être c'est pourquoi je dis, elle n'a pas pu lire. Elle n'a pas pu lire. Soit c'est un argent que l'enfant n'a pas bien eu dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a peut-être géré un marché et il n'a pas géré ça de manière normale. Et voilà ce que ça a donné. Donc, très bien. Elle n'a pas pu lire. C'est ce qu'on a retenu justement en quintessence justement de votre proposition ce matin. Charles Membatou, comment vous analysez l'histoire de ce matin? Quelle appréciation vous en faites? Que la maman n'a qu'une seule chose à faire, s'en prendre à elle-même. Voilà. C'est elle, la maman, qui est fautive.
Mais on dira encore que vous Elle n'est pas accusez les femmes seule. tout le temps. Oui, qu'on le dise, monsieur Michel Ngachou. Je reste droit dans mes bottes et je m'explique. Très bien, on vous Je écoute. dis, c'est la faute à cette maman et la faute à toutes les mamans qui sont comme elle. Je suis désolé. Questionne pas l'origine Monsieur de Michel l'enfant. Ngachou, la réussite de toute famille repose sur la femme. Les erreurs d'un homme marié sont... La femme est comptable des erreurs de son mari. Un homme qui échoue, c'est la faute de la femme. On va me dire, donc les femmes portent tout. Oui, la femme, c'est la mère de l'humanité. La mère de l'humanité, ça veut dire qu'elle est en dessous, le monde est sur sa tête. Vous voyez ça, toutes les représentations, elle a le monde sur la tête. Elle n'a jamais dit qu'enlever la bulle là. La boule qui est là, qui représente le monde entier. La femme porte le monde entier, elle porte son foyer. Dans la tradition de M. Michel Ngachou, de 10 à 20 ans, l'enfant est considéré comme la terre. C'est un bourgeon qui est en train de grandir. Il est équivalent à la terre. On lui ouvre la vie. Non, ne tombe pas. Non, marche comme ça. Non, on lui ouvre la vie. De 20 à 30 ans, il est considéré comme l'air. On l'endurcit. Non, il a tel bobo, on masse avec les chimpanzés. On masse les pieds avec ceci. On le fait boire l'aloe vera. On le fait boire. On l'endurcit. On le rend dur. On commence à le faire aller au village. Il découvre, il court pieds nus. On l'entraîne. De 30, M. Michel Ngachou, à 40 ans, il est comparable au feu. Parce que c'est là où il boue. Et c'est en ce moment qu'on le protège. Il va aller en boîte, il va aller dépenser, il veut s'amuser, il veut découvrir, il veut voyager. Il est comparable au feu. Il a des ambitions, il a des rêves. Parfois on le protège. Parfois moins que ça. Hein. Non, je dis, ça c'est dans le carnaval. On a des cadets qui entrent. C'est dans le carnaval traditionnel. Je vous parle de carnaval Très traditionnel. bien. Je ne justifie pas ce que je dis. Les exceptions, ça existe partout. Vous avez des enfants qui font des exceptions. De 40 ans à 60 ans, l'enfant est comparable à l'eau. Il bénit. À cet âge, si vous n'avez plus la même fourre, à partir de 40, 60 ans, vous n'avez plus la même fourre, vous devenez l'eau. On estime que l'enfant est l'eau. C'est en ce moment qu'il bénit, il donne. Lorsqu'un enfant va se déplacer pour aller travailler dans une autre ville, une ville comme Kribi, une ville de l'eau, les habitants, tous ceux qui vivent au bord de l'eau, ont une façon de vivre, ont une croyance, ont une façon de marcher, c'est-à-dire sur le plan psychologique, philosophique, anthropologique, sociologique, ils ont une manière de vivre. La mère qui laisse son enfant aller à Kribi, comment le prépare-t-elle? Est-ce qu'elle comprend déjà? Ce n'est pas à moi aujourd'hui sur un plateau de télé. Non, monsieur Michel Ngachou, on se pose la question, est-ce que ce maman sait qu'il y a un travail? Monsieur Michel Ngachou, demandez à n'importe quel bamileke de traverser l'eau, même en adage ou même dans les voies, vous dites, pourquoi? Je ne connais pas l'eau. Est-ce qu'il y a l'eau à l'ouest? Oui. Je ne connais pas l'eau. Nous ne sommes pas le peuple de l'eau. Je ne peux pas m'engager. Mais tu demandes à un abo, un Ewodi, il saute dans l'eau, il dit que je connais ça. C'est chez nous. La savane. Vous avez des gens, les peuples de la savane ne peuvent pas venir dans les montagnes. Ils ne connaissent rien des montagnes, de la gestion des montagnes. On est surpris de comprendre, de retrouver aujourd'hui les peuples de l'Ouest qui se battent, qui se sentent à l'aise. Non, on ne connaît que les montagnes. Les peuples de l'Ouest gèrent bien les montagnes, les hauts plateaux, les collines, les côtes, la gestion, la culture, tout ça se connaît. Quand votre enfant change de ville, mon fils, toi qui pars à Kribi, Kribi, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a une année, et on prépare l'enfant sur tous les plans. Toi qui vas commencer c'est ton premier travail, ton deuxième travail, toi qui es en train de partir, voilà mon fils, on bénit. Alors on parle du cas, c'est-à-dire on ouvre la vie, on met à l'enfant, on lui dit comme tu pars, va. Ce qui est bien, prends avec la main droite, ce qui est mauvais, prends avec la main gauche. C'est des choses qu'on dit à l'enfant. Instinctivement, l'enfant va avec ça. Je vous assure, une fois qu'on a fait ce rituel, l'enfant arrive, ce qui est mauvais, il aura tendance à mettre la main gauche pour récupérer. On le fait et on le prépare. La mère n'a pas préparé son enfant. Je le dis aujourd'hui, beaucoup de femmes vont se retrouver, n'a pas préparé son enfant. Cet enfant n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais été recruté dans une quelconque entreprise. Il fallait qu'il a justifié, il a intégré un mauvais cercle. Et dans ce cercle, il a violé un principe. Soit il est resté avec plus d'argent qu'il ne devait rester par jour, soit il a couché la femme. À un moment, il ne devait pas coucher. C'est une probabilité, non, Charles? Je vous dis ce qui est, monsieur Michel. Est-ce que nous sommes ici pour spéculer sur le plateau? Bonbon a abordé dans ce sens. Je ne fais que suivre le bonbon. Il a violé un serment, il a violé un interdit. C'est normal qu'il paye le prix. C'est pour ça qu'il ne peut pas aller plus loin. Si vous l'enlevez des Kribi,
quel que soit ce que vous ferez, il va rentrer toujours à Kribi. C'est le lieu où il a commis la faute, c'est lui censé. Vous avez vu ces femmes qui arrivent, elles garent, comme celle qui a fait à Yaoundé, elles garent la voiture au carrefour même, elles garent la voiture, elle se déshabille, on lui a dit que pour payer ta sanction, tu vas arriver dans tel carrefour, tu vas te déshabiller, tu vas me faire tel geste, d'autres qui se couchent, elle écarte les pieds, on te dit ce que tu vas faire pour payer ta sanction. Donc il est en train de payer, de faire amende honorable dans son monde. La mère, pour le moment, il faut qu'elle se rapproche dans des personnes initiées, mais c'est sa faute, et c'est la faute de toutes les femmes qui pensent qu'on va bercer un enfant, je t'ai tout donné, et ça, on berce un enfant avec des expressions, on berce un enfant avec des réalités traditionnelles. Apprenez à causer avec vos enfants sur le plan traditionnel et initiez-les. Merci Charles Amel Mbathiou ce matin pour cet apprentissage. Et la question aussi est posée, à quoi ça servirait justement de gagner le monde et de perdre son âme? La question, on vous la pose également pour ceux qui nous regardent ce matin. Si jamais c'est le cas, qu'est-ce qu'on gagne justement? Tout est éphémère. On meurt, on laisse tout sur terre. C'est un point de vue. Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on dit à ce moment ce matin? J'ai pas grand-chose à dire, puisqu'on lui a quasiment donné la réponse. Il faudrait qu'elle se rapproche de personnes qui peuvent sauver son enfant. À cela, allez-y taper, qu'elle ajoute la prière. Mais parlant de la possibilité pour son fils, même moi je vais ajouter d'avoir acheté ou bien eu un porte-monnaie magique qui lui a donné de l'argent. Il faudrait qu'on dise à nos jeunes frères, ceux qui sont derrière nous et ceux qui sont même avec nous, que la facilité, l'amour du gain facile, c'est ça qui va nous perdre tous. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on glorifie les personnes qui aux yeux du monde, nous montrent une certaine aisance, un certain luxe, et on se dit que c'est aussi facile. Charles Amel nous dit souvent en coulisses que la plupart de ces gens-là ne dorment pas la nuit. Ces gens ne dorment pas. On va vous montrer une grosse voiture, on va vous montrer des montres en or et tout ça, mais le revers de la médaille, c'est insupportable. Aujourd'hui, cette maman, elle ne dort plus. Elle n'arrive plus à tenir les autres enfants. Elle est seule avec son premier fils qui est quasiment en pleine démence, et il lui faut tous les moyens pour... Oui, Michel. Non, ce que je voulais quand même préciser, et tout à l'heure je l'ai très bien dit, lorsque la mère accouche l'enfant, elle accouche l'enfant, mais elle accouche pas le cœur de l'enfant. Oui. Mais une fois l'enfant fait son choix, mais la mère peut dormir paisiblement, non? Moi, je suis de ceux qui... Non, je suis de ceux qui pensent que même malgré le fait qu'on n'ait pas accouché l'enfant, les rudiments qu'on donne à l'enfant dès l'enfance déterminent ce qu'il est plus tard. Est-ce que c'est humain de dire au moment qui nous regarde ce matin que vous qui dorlotez les enfants tous les jours, tout ce que l'enfant demande, vous lui donnez? C'est pas bon. C'est très dangereux. C'est pas bon, vraiment. Oui, il faut mettre l'enfant à l'aise, mais maintenant à dose homéopathique. Oui, mais écoutez, il y a des moments qui vous diront, j'ai tellement souffert, tout ce que mon enfant demandera, je vais lui donner. Et il y en a même, d'ailleurs, il y a une image qui circule de ces jours-ci sur la toile, où un enfant tape sur sa maman, prend la peine d'aller couper une branche d'arbre, et s'amuse à venir frapper sur sa maman. Vous êtes sûr que c'est sa mère? Bah oui, effectivement, ça fait le tour de la toile depuis pratiquement une semaine là. Et on se dit, mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ce n'est pas les mamans elles-mêmes, à un moment donné, qui viennent à gâcher l'avenir de ces enfants? Bien sûr, de donc, par maman qui nous regarde devrait se poser des questions. Oui, et elle devrait se remettre en question totalement, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes enfants qui vont avoir les porte-monnaies magiques, parce qu'on n'explique pas aux enfants que, sachez qu'il y a aujourd'hui des sociétés secrètes, des mauvaises, qui font que les enfants, qui font que vos aînés, que vous adorez, que vous adulez, entrent dans ces choses-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand les enfants sont encore en bas âge, on devrait prêcher le faux avec eux pour leur faire peur un peu. Je vous ai dit que mon expérience, quand j'ai commencé à entrer dans l'adolescence, on m'a dit, comme tu as des vergetures là, sache que le jour qu'un homme va même toucher ta main, tu vas tomber enceinte. Donc ça a été suffisant pour repousser. Donc dites aux enfants que si jamais vous faites tel ou tel genre de choses, vous mourrez. Maman mourra, papa mourra, telle personne va souffrir. Et il faut libérer la parole. Dites la vérité à vos enfants. Sinon, ils l'apprendront dehors. Et la façon dont on va leur apprendre les choses là-bas, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Voilà. Merci à vous, madame, monsieur. Vous savez qu'il y a des parents, des parents qui, Bombog l'a dit tout à l'heure, il y a des familles où le père est sorcier.
il peut léguer la sorcellerie à tous ses enfants, passant par la mère. Il y a des familles où c'est la mère qui est sorcière, elle peut léguer à tous. Il y a le père qui, au cours de sa carrière professionnelle, peut se faire initier sans les enfants, sans ses enfants, mais après il prend l'aide de ses garçons, il transmet à un. Avant de mourir, il transmet à un. Il faut faire très attention. La société d'aujourd'hui, après vous allez dans les lycées et collèges, je vous assure, ne restez pas à la maison, vous croyez que les lycées et les collèges, tout ce que vous dites aujourd'hui quand lycée, c'est là-bas qu'ils envoient les enfants avec les mêmes principes de rituels, et les savons, et les parfums, et les différents types de sardines à leurs camarades. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent dedans. Donc, il faut veiller, les parents. J'aurais bien voulu demander comment en sortir. Donc, c'est veiller simplement. Non, revenez à votre spiritualité. C'est tout. Voilà, La c'est ça qu'on l'a dit. spiritualité Revenez africaine. à votre spiritualité. Vous avez trouvé Dieu là-dedans. Vous avez trouvé la science là-dedans. Merci Mbambor. Merci à vous. Merci infiniment pour ces leçons de ce matin. Vous, qu'est-ce que vous avez comme idée, bien sûr, autour de ce sujet, autour de l'histoire du jour? Qu'est-ce que ça vous inspire véritablement? On attend vos commentaires. Et ça peut mettre mal, certains, parce qu'en réalité, c'est des questions aussi importantes, aussi sensibles. Ça fait mal justement de perdre des membres de famille. Ça nous met en colère. Et parlant de colère, madame, monsieur, la colère, c'est tout de suite sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question de l'autochtonie dans ce pays. Un mot qui revient tous les jours, un mot qui revient dans tous les médias, un mot qui revient même parfois de la bouche des personnes les moins insoupçonnées. L'État est censé assurer la protection des minorités et préserver les droits des populations autochtones conformément à la loi, prescrit le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996. Qui est donc peuple autochtone? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. On a parlé des populations autochtones et point. Que faut-il donc entendre par autochtonie? Opposition à, comme l'avait dit le chef de l'État, tout Camerounais est chez lui sur l'étendue du territoire, ne semble finalement manifestement pas avoir pris de la graine. Quel est le lien entre l'autochtonie et démocratie dans l'histoire? Le débat sur l'autochtonie, l'autochtonie n'est-il une exception camerounaise à l'âge de la mondialisation? Que perd et que gagne le Cameroun à travers l'implémentation du fameux concept autochtone et allogène? Vous êtes chez moi, dégagez de chez moi. Vous êtes sur mes terres, dégagez de mes terres. Quel est cet envahisseur dont il faudrait se méfier et dont on fait la publicité en grand renfort dans ce pays? Qui est autochtone et qui ne l'est pas? Celui qui est né, a grandi, s'est installé, a construit, a développé la zone? Était-ce celui qui n'a fait que s'installer? Était-ce celui qui a occupé le premier? Dans tous les cas, cette question dans un État républicain ne se pose pas, ou ne devrait pas se poser. Voilà un poison lent qui déchaîne les passions tout autant qu'il sape les principes constitutionnels de la République du Cameroun et les fondements spirituels de sa nation en construction, le vouloir vivre ensemble. L'indifférence des uns devant le désir de revanche des autres, probablement frustrés de perdre le contrôle de la terre, a laissé prospérer depuis longtemps un antonyme à l'autochtone, l'allogène envahisseur, terme pour le moins péjoratif et stigmatisant. Les revendications vont de la primauté pour certains postes de responsabilité à la priorité quant à l'occupation des terres. Au Cameroun, les violences et affrontements intercommunautaires font désormais partie du paysage quotidien des citoyens du pays, à la fois dans le monde virtuel, réseaux sociaux, que dans le monde réel. Les événements de la semaine passée nous ont renseigné, peut-être nous portent à croire qu'à suffisance que le mal est profond.
Déjà déchiré par des crises protéiformes, le Cameroun fait désormais face aux problèmes identitaires. Le débat sur les notions d'allogène et d'autochtone divise de plus en plus dans l'opinion. Des discours au relents tribalistes qui menacent sérieusement la cohésion nationale, alors que la stabilité même du pays ne tient plus qu'à un fil. En passant, que fait-on de cette loi qui porte sur l'emploi des expressions haineuses? Que fait-on de cette loi qui traite de la question du tribalisme? Est-ce qu'elle est rentrée en vigueur depuis son adoption? Pourquoi ne la mettons pas en place? Point d'interrogation. Pourquoi des citoyens d'un même pays, nés ou installés dans une région différente de celle de leurs aïeux, peuvent-ils systématiquement être considérés comme des allogènes? Ou ranger finalement les enfants de la patrie issus des couples ethniques mixtes? Ou ranger finalement, j'y arrive, les enfants de la patrie issus des couples ethniques mixtes? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, la mixité, le métissage est plus abondant désormais au Cameroun. Comment comprendre qu'à ce jour, les Camerounais ou Camerounaises se regardent à travers le prisme de sous-ethnie et se désintéressent de leurs conditions de vie que ce régime a rendu exécrables dans un pays fossilisé? Comment comprendre qu'on oppose dans ce pays deux choses, le vivre ensemble et la protection des droits des autochtones? Nous devons éviter de créer de par la Constitution deux catégories de citoyens dans un même pays. L'autochtone, citoyen plein, et l'allogène, sous-citoyen. Le piège étant que chaque citoyen est tantôt autochtone, tantôt allogène, en fonction de sa situation géographique dans le pays. Une nation ne peut survivre si elle se préoccupe davantage d'exclure plutôt que de séduire. Comment peut-on comprendre que la notion d'autochtone et d'allogène soit envisagée dans le contexte du Cameroun, État républicain, où le préambule de la Constitution parle de tous égaux? Tous sont égaux. Savez-vous que sur le plan juridique, la notion d'autochtone introduite dans les lois décentralisatrices s'en trouve non seulement dévoyée, mais plus encore, viole la Constitution pour deux raisons. Primo, elle ne s'adresse pas aux personnes identifiées comme autochtones que la politique a voulu un temps, notamment en 2009, noyer dans le concept de population marginale. Deuxièmement, la notion ainsi dévoyée viole les principes fondamentaux de notre État républicain, un, indivisible et démocratique, à savoir les principes d'égalité et de souveraineté nationale. Comment comprendre ce Cameroun qui, au nom d'une vague loi, ignore ses fils, capitaines d'industrie, chefs d'entreprise, inventeurs, parlementaires, maires, hommes politiques, hommes de sciences, juristes éminents, philosophes, hommes de lettres, penseurs talentueux, sportifs talentueux, au nom d'une vague expression autochtone allogène? Finalement, est-ce que celui qui a passé les 60 ans de sa vie à Douala devrait être considéré comme un allogène, même s'il se plaît aux us et coutumes? Il se plie à respecter l'ensemble des idéaux prônés par la ville. Autant de points d'interrogation. Dans tous les cas, Douala est une capitale économique et partout dans le monde entier, les capitales économiques attirent du beau monde pour le développement du pays. C'est un sujet qui vous met en colère, Charles Membachou, ce matin, et c'est un sujet qui met également plein de Camerounais en colère concernant la question de l'orthotonie. Oui, de l'orthotonie, c'est ça? L'autochtonie. L'autochtonie. Très bien. On en et la lotochnie. Et la lotochnie. Voilà. Très bien. Et qui l'est et qui ne l'est pas? Vous savez, on a envie de vous demander ce matin, est-ce que finalement le tribalisme qui est perceptible, qui semble être érigé aujourd'hui au Cameroun et même reprimé, même bien qu'on attende encore d'en avoir entre les mains de la justice des Camerounais, reprimé effectivement pour des questions liées au tribalisme. Bon, Bengan Kandji, revendication d'autochtones vis-à-vis des allogènes, c'est un combat noble au Cameroun. Finalement, le Cameroun appartient à qui? C'est-à-dire que si on prend le cas de ce qui s'est passé à Douala il y a ces deux semaines écoulées, où les chefs, où les fils Bonassama sont allés rencontrer le sous-préfet, demandant à ce que l'actuel chef soit mis de côté parce qu'on ne le reconnaît pas comme étant autochtone.
il est plutôt allogène. Finalement, à qui appartiennent donc les terres? Est-ce que c'est aux autochtones ou aux allogènes? Qui est autochtone, qui ne l'est pas? Je pense que la question est bien posée comme ça. Non, absolument. Non, mais il y a des autochtones. Chacun est venu de quelque part. Lorsque nous disons que nous sommes des Bantous, je ne peux pas arriver à la place parisienne et réclamer l'autochtonie à la place parisienne. Ça veut dire que je me trompe. Ce n'est pas parce qu'on parle de village planétaire et je vais me retrouver à Montréal et dire que le Bantou est chez lui à Montréal. Ce n'est pas possible. Là, c'est une provocation. Chacun vient de quelque part. Bon, on va dire que c'est le pays, c'est l'État qui doit réglementer le vivre ensemble dont on parle. Donc la loi devrait réguler les rapports sociaux. Mais dans notre pays, il n'y a pas eu ce consensus entre les nations qui étaient ici pour leur entrée dans la République. C'est ça le problème. Donc la République est venue arriver comme ça et tout le monde pense y donner un contenu à sa manière, justement à la manière dont lui il pense selon sa nationalité. Il y a bien un pays Bamoun. Quand on parle donc de pays Bamoun, on fait allusion où? On fait allusion à qui? Il y a un pays Bamileke. Quand on parle d'un pays Bamileke, on fait allusion à une aire géographique. On parle du pays Ekan, du pays Bassa, du pays... On parle bien de ces pays, mais ça veut dire que chacun est quelque part. Donc ça, c'est ça qui n'a pas été bien négocié lorsqu'on entrait dans la République. Donc, en fait, lorsque l'État du Cameroun naît dessus d'un décret français de 21 avril 1957, l'article 2 de ce décret dit, effectivement, parce que les Français le savaient, d'après les multiples interventions de Ruben Oumniobé dont on célèbre aujourd'hui, la première intervention c'était en décembre, le 16 décembre 1951 à Kumba, quand il disait que on monte tribu contre tribu en faisant croire aux uns qui sont supérieurs aux autres, ainsi de suite. On fait monter chef traditionnel contre intellectuel en faisant croire aux uns qu'ils vont remplacer les blancs, en faisant croire, on monte fonctionnaire contre autorité traditionnelle en faisant croire à ceci que, voilà. Et les Français étaient conscients de ça. C'est pour ça que ce décret dit à son article 2 que le jour où les Camerounais vont se retrouver ensemble, ils décideront de quel sera l'avenir de leur pays. Et c'est, on appelle ça en langage technique, une assemblée constituante. La constituante n'a jamais eu lieu au Cameroun pour qu'on sache quel est le modus vivendi que nous pouvons adopter ensemble. On va comme ça, de rafistolage en rafistolage. Malheureusement, on peut là-dessus. Merci. Mais il y a bien des peuples autochtones. Moi, je suis Bassa, je sais que je suis autochtone au Cameroun. Personne ne peut me dire le contraire. Donc, je suis autochtone. Je n'ai pas procédé parce que là aussi, il y a des livres qui ont dit les Bassas sont venus d'Égypte. C'est faux. C'est archi faux. Les Bassas sont nés ici. Ils ont migré vers l'Égypte et ils sont revenus. Lorsque la guerre contre les Perses a engagé là-bas, ils sont revenus chez eux selon le principe Mentembembaï, rentre chez moi. Et c'est chemin faisant que lorsque quelqu'un, son papa mourait, il disait je ne laisse pas les ossements de mon père. Il s'établissait là. Et le pays où ils habitaient en Égypte, ça s'appelait à l'époque Mapoubi, qu'on appelait Héliopolis ou Younou. C'est connu. D'accord, bon, Bengan. Allez, au Cameroun, qui est autochtone, qui ne l'est pas, pourquoi ces guerres aujourd'hui sont de plus en plus perceptibles, madame, messieurs? On en parlera dans un instant avec la grande famille ici sur le plateau et avec vous également, qui nous laisserez vos nombreux commentaires. Je vous rappelle les pages 10-12 de Zénith ou encore Equinox TV, madame, messieurs. On entendra Dominique Audrey et Karine Santia se prononcer sur la question. Vous aussi, on vous lira. À très vite. Merci à vous, madame, monsieur. Bon retour avec 10-12 de Zénith, deuxième partie, après cette chanson. Merci, bien sûr, pour l'atmosphère. Ça nous détend quand même pour un lundi. Merci à vous. Et nous parlions de cette question de l'autochtonie au Cameroun. Comment l'appréciez-vous réellement? Et qui sont ceux qui sont autochtones ou pas? Qui sont en même temps les premiers occupants de cette terre camerounaise? Bon, Bengan, tout à l'heure, nous faisait savoir que les Bassa le sont. D'aucuns nous diront que les Mbororo
le sont également. D'aucuns nous diront en même temps. Les Foulamites. Non. Bororo, Le Mboro, c'est Fulani. Fulani, très bien. Mais d'aucuns nous diront également, à travers nos ouvrages, nos livres d'histoire, que les premiers habitants du Cameroun sont en réalité les Pygmées. Finalement, qui est autochtone, qui ne l'est pas. Des combats, est-ce qu'on peut dire véritablement qu'aujourd'hui ces combats ont lieu d'être, Dominique Audrey? Pas du tout. Pas du tout. Donc, je dirais, avant de répondre à cette question, que l'histoire du Cameroun nous apprend que ce sont les Pygmées, les peuples de la forêt. On a également les Kirdi et les Mbororo, qui sont les premiers occupants du Cameroun. Dans la communauté de Mbou Bafortcha, il y a une grotte où on a retrouvé les premiers restes humains qui datent de près de 3200 années, et avec une étude de ces ossements, là on s'est rendu compte que les occupants de cette époque-là étaient des peuples qui vivaient dans la forêt, donc les Pygmées. On convient donc que ce sont les Pygmées qui sont les premiers à être ici. La question de l'autochtonie et l'allogénie, si ça se dit, n'a pas lieu d'être. Moi je suis d'accord avec vous, parce que ces peuples, ces personnes qui se revendiquent être autochtones font plutôt la guerre à ceux qu'ils appellent allogènes, alors que, étant autochtones, ils devraient avoir accès à un certain nombre de choses, notamment la santé, notamment l'éducation. Si je parle de l'autochtonie des Pygmées, par exemple, rendez-vous compte que... Est-ce qu'on devrait en parler? Est-ce qu'on ne devrait pas d'autochtonie alors qu'il y a une constitution au Cameroun qui dit que nous sommes tous égaux? Est-ce qu'on devrait parler d'autochtonie et d'allogénie pour emprunter au néologisme? Monsieur Mbachou a mentionné que malgré qu'on vous l'ait dit, on vous fait quand même savoir qu'il y a des autochtones et les allogènes. C'est pour ça qu'il faut pouvoir trancher entre les deux. Cette question n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas d'importance. Lorsque vous finissez d'être autochtone, qu'est-ce que ça change? Dites-moi. Ben, il faut avoir une place à la chefferie, il faudrait que ce soit les autochtones. Juste ça. Non, je ne sais pas. Ce sont les défenses, ce sont simplement les positionnements, puisque les manifestations d'il y a 2 semaines ont eu lieu parce qu'il y a eu une intronisation. Juste ça. On n'a pas vu ces autochtones-là se lever parce que leurs enfants ne vont pas à l'école. On ne voit pas ces autochtones, par exemple, chez les Pygmées là-bas, où ils n'ont pas d'école, où ils n'ont pas d'eau, où ils n'ont pas... on pille leur forêt. Et malheureusement, cette histoire d'autochtones-là est trop mal pensée. Elle est défavorable pour certains. Les autochtones Pygmées, par exemple, lorsqu'on dit même que la gratuité de l'école, ce n'est pas appliqué. Ces personnes n'ont rien pour pouvoir payer. Et maintenant, même pour ceux qui réussissent quand même à envoyer leurs enfants à l'école, le déphasage est tellement que on fracasse des enfants qui ont toujours parlé la langue maternelle et on leur impose le français. Vous verrez qu'il y aura un retard là-bas parce qu'on les met au même niveau que nos enfants ici qui parlent cette langue-là. Donc il y a que, pour vraiment prendre en considération ce qu'on appelle autochtone, il y a fort à faire, énormément à faire. La question de l'autochtonie, comme M. Pendaïkouka l'a mentionné à travers son mouvement, c'est une question qui vient juste faire diversion. On vous éloigne des sujets importants. On vient vous diviser en fait. On vient simplement vous diviser, on vous largue là. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a qui savent qu'on veut les diviser, mais qui acceptent de se faire diviser en se disant, bon d'accord, prenons le cas de Bonasama, on ne le citera peut-être pas assez. À Bonasama, il y a quoi que l'on vient de dire que toi tu n'es pas autochtone, je suis autochtone, je dois prendre ma position. Vraiment, à un moment donné, c'est pour ça que c'est quoi l'intérêt justement? Lorsqu'on finit donc d'être autochtone, qu'est-ce que ça change? Rien. Parce que vos problèmes n'auront pas eu de solution. Vous aurez toujours les mêmes problèmes, vous serez toujours au même endroit. La Charte africaine des droits de l'homme stipule que il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas un peuple supérieur à un autre. On est censé être égaux et le Cameroun a ratifié cette charte-là. Donc il faudrait qu'on l'applique. Il n'y a pas, si on est ici, on est Douala, on est Banen, on est Bamileke, on est égaux. Mais au-delà de la Charte africaine justement des droits de l'homme, et sur ces questions d'égalité, on va également dire aussi que le Cameroun reconnaît, non, Karine Santia, qu'il y a des positions entre les autochtones et les allogènes, les avantages que les uns et les autres peuvent avoir, non? C'est ce qui se trouve dans la loi, mais après... il faut bien savoir ce que la loi elle-même, elle dit de ce qu'elle appelle autochtone et allogène. Quand est-ce qu'on est autochtone au Cameroun? Je veux savoir. Quand est-ce qu'on est autochtone? Et quand est-ce qu'on est allogène au Cameroun? Ces deux questions-là peuvent faire
3 thèses de doctorat. Parce que lorsque vous posez cette question aux gens qui sont sur le terrain, ils vous disent que les autochtones sont les gens qui sont les premiers à être arrivés sur un territoire. Sauf que les terres ont toujours eu des personnes qui y vivaient. Les terres ont toujours... Parce que l'histoire du monde est l'histoire des migrations des peuples. On vous dit que tel peuple est quitté de tel endroit et est allé retrouver un autre peuple là-bas et puis ils ont décidé de vivre ensemble, ou bien l'autre lui a donné de l'espace que reste là, moi je vais préférer rentrer en forêt et ainsi de suite et ainsi de suite. L'histoire du peuple, du monde est l'histoire des migrations. Lorsque je le dis, je plante le décor en disant que il y a eu la pénétration allemande. 1884. Et cet acte-là a donné l'autorisation aux Allemands de déplacer les peuples. Bien avant les Allemands, il y avait déjà des pénétrations. Moi, je commence avec ça. A donné l'autorisation de déplacer les peuples. Ça veut dire que il y a les gens qui ont été enlevés à Bouddha, qui ont été enlevés à Banganté, qui ont été enlevés à Bafang pour aller travailler dans les plantations dans le Mungo. Il y a même pour occuper le Noun, parce que le Noun n'est pas occupé que des Bamoun. Voilà. Il y a des gens qui, pendant la période du maquis, ont été déstabilisés dans le littoral. On a appelé ça la déterritorialisation. C'est-à-dire que les Bassa, vous les trouvez dans la région du centre, vous les trouverez dans la région du sud. Ça, c'est encore une autre explication. Alors, lorsque on vous déplace de votre territoire qui est entre guillemets origine, vous arrivez dans le nouveau territoire, vous restez là-bas toute votre vie, vous devenez quoi, autochtone ou allogène de ce territoire, parce que ce n'était pas forcément volontaire votre arrivée dans ce territoire-là. Les Bassa qui sont dans le sud aujourd'hui, ils sont quoi, autochtones ou allogènes? Ils sont autochtones. Les Bassa qui sont dans le centre, c'est simplement une division administrative, c'est peut-être pas un déplacement. Voilà. Ils sont chez eux là-bas. Voilà. Maintenant, les Bouddhas qui ont été retirés dans leur village et qui sont aujourd'hui dans le Mungo, ils sont quoi? Autochtones ou allogènes? Parce qu'ils ont été déplacés. C'est des mouvements migratoires que seul le développement explique. C'est parce qu'il y a mieux vivre ailleurs qu'on y vient. S'il n'y a pas mieux vivre, on ne vient pas. Et lorsque je le dis, je me rappelle, je pense au fait que la ville de Douala est une ville cosmopolite, une ville qui attire les envies de développement de toute l'Afrique centrale. Il y a des Gabonais qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont eu des terrains ici, qui ont eu des maisons ici et qui même leur dépouille n'est jamais rentré dans leur pays. Mais ils ne sont pas les Camerounais. Non, je ne veux pas dire qu'ils sont Camerounais. Ce que je veux dire, peut-être la question c'est posée, bon, ce que je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est que parce qu'ils vont faire des enfants ici. Ce que je veux dire, c'est que ils vont faire des enfants. Pour reprendre Karine Santia, ils vont faire des enfants. Ces enfants peut-être ne connaîtront plus la route du Gabon. Qu'est-ce qu'on fera de son type? Ils sont Gabonais. Ils sont Gabonais. Leurs pères sont Gabonais. Ils sont Gabonais. Ils sont nés au Cameroun. Karine, c'est pour ça que mon peut problème, acquérir la nationalité si on veut, quand on devient majeur. Il y a un déracinement des identités des natifs. Et c'est pourquoi je dis que c'est brouiller les pistes que de parler aujourd'hui d'autochtonie et d'allogène. Et la loi sur la décentralisation n'a fait que entériner cela. Parce que on nous a dit tout à l'heure qu'il y a eu un mauvais passage de la communauté traditionnelle à la communauté moderne et république. Ce qui fait que le passage des royaumes à la république. Soit c'était volontaire pour maintenir les divisions, soit c'était involontaire parce que l'administration n'a pas su quoi faire de ces différentes communautés. Oui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on arrive à ce que on parle de décentralisation, on vous dit qu'il y aura 20 chefs traditionnels, mais tous les chefs traditionnels, tout le monde veut devenir chef traditionnel. D'un coup. On vous dit qu'il y aura les chefs de 3e degré qui seront impliqués, les chefs de 2e degré qui seront impliqués, les chefs de 1er degré. Qui vous dit que la tradition reconnaît les degrés dans la chefferie? Parce que tout cela, ça contribue à brouiller les pistes sur ce que nous sommes vraiment. Et quand on parle d'autochtonie aujourd'hui, on veut nous enlever le fait qu'on veut parler des minorités. C'est vraiment les minorités, il s'agit des minorités. Mais lorsque on divise en minorités, on met de l'autre côté autochtonie, on veut vous faire croire qu'à un moment de votre vie, même si vous êtes resté là-bas 100 ans, pensez à rentrer chez vous. Parce que vous ne rentrerez pas avec les immeubles, vous n'allez pas rentrer avec les maisons, vous allez laisser vos entreprises sur place et partir. C'est délicat parce que c'est une question qui est traitée trop à la légère. C'est des propos justement qu'on a eu pendant les élections présidentielles au Cameroun et même avant les élections présidentielles. On a vu des sorties des Camerounais qui sont allés
dans toutes les communications digitales aujourd'hui pour estimer qu'un Bamileke ne prendra, je préfère justement le dire, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. D'aucuns sont allés très loin et c'était plus une guerre justement de pouvoir, mais c'était maintenant une guerre tribale qui était ouverte. Mais finalement, on se demande qui crée donc ces guerres-là, qui parle d'autonomie ou encore d'allogénie. Je prends le néologisme de Dominique Audrey sur ce plateau ce matin. Est-ce que justement, ce n'est pas cette confusion, Charles Amen Bachou, qui ferait qu'aujourd'hui, parlons du Cameroun véritablement, il y a des divisions et les Camerounais ne s'entendent peut-être pas, je dis même peut-être pas, sur ces questions-là, parce qu'ils se laissent berner par ceux qui sont les pourfendeurs de la République, qui ont ramené la République et dit justement prôner pour la République et non plus le royaume ou les royaumes. Monsieur Michel Ngachou, l'emploi d'autochtones et d'allogènes dans tous les pays, vous entendez comme étant devant, ce sera lorsque le régime a échoué. Lorsque le régime a lamentablement échoué et cherche un serpent sur lequel s'agripper, on s'agrippe sur ces concepts pour créer le désordre. Derrière ce désordre, ça nous permettra de régner. Pourquoi? Parce que sur 100 personnes avec qui vous allez discuter, que ce soit dans le domaine virtuel, les réseaux sociaux, ou derrière, ils vous diront que nous galérons parce que les allogènes profitent de nos ressources. Suivez sur le débat. Nous galérons, nous souffrons parce que les allogènes profitent. Donc, en chassant les allogènes, vous avez vos ressources, vous n'allez plus souffrir. Voilà ce qu'ils sont en train de penser. Ce n'est qu'une illusion qu'on met dans l'esprit, monsieur Michel Ngachou. Alors, je vous pose une question simple. On a enlevé les populations de Mbedi. Ils étaient à Bépana Omnisport pour aller les recaser là où ils sont actuellement. Là-bas, ils sont allogènes. La question est posée. Je dis on a déplacé pour la construction du stade Omnisport, on a déplacé le Mbedi pour aller les installer là-bas. Ils sont autochtones ou allogènes là-bas? Toujours autochtones? Allogènes. Ah, ils sont allogènes. Autochtones. Mais dans la même ville, oui. dans le même territoire. Ça rejoint ce que disait Karine tout à l'heure, que à tout moment vous êtes autochtone et vous êtes allogène. Dans une république, on n'est pas censé soulever la question de il est autochtone, il est allogène. Une république qui est en construction. Et j'emploie le mot de Bobo, qui dit tout le temps ici que il y a tant de choses à faire, mais on vous dit que vous n'avez rien à faire. Vous avez des élites dans des villages qui sont en perte de vitesse. Il a tout perdu. Chaque fois qu'il veut se relever en politique, il dit les gens sont venus prendre chez nous. Et en bas de sa photo, monsieur Michel Ngachou, si on veut poser le réel débat sur l'autochtonie, le gouverneur ne doit pas être un gars d'ailleurs. Le préfet ne doit pas être un gars d'ailleurs. Les procureurs, les magistrats ne doivent pas être des gars d'ailleurs. Ça doit être des gars du terroir. En réalité. Si on veut poser la question, normalement, du droit d'autonomie, ça veut dire que même le commandant de brigade ne doit pas être d'ailleurs. Le port autonome ne doit pas être d'ailleurs. Ça, c'est le principe de l'autonomie. Mais est-ce qu'on va appliquer les règles de la République dans un sens qui arrange tout le monde et dans l'autre sens, on dit rebellez-vous, rebellez-vous. On va arracher vos terres, rebellez-vous. Quand vous observez, les gens n'ont pas volé les terres. Ils ont acheté en bonne et due forme les terres. Ils ont donné à manger, ils ont donné à boire, ils ont payé à des frais et on établit des titres fonciers. D'où vient-il que 10 ans plus tard, tu dis que je t'ai trompé alors que l'État a entériné, on allait tous ensemble, tu as demandé que je te verse l'argent et tout. D'où vient-il que moi je sois encore étranger? Première question. Je pense, monsieur Michel Ngachou, que la véritable élite, comme on le pense, devrait être celle qui sait, le véritable autochtone devrait être celui qui est arrivé, qui s'est installé, qui a développé le coin et qui vit dans la zone en parfaite harmonie. Est-ce que le mot autochtone réellement est à sa place? Si je vous pose la question en votre langue, autochtone, ça n'a pas de sens, ça n'existe même pas. Vous comprenez justement que ça n'existe même pas. Le mot autochtone n'existe pas dans les langues africaines. Donc, non, monsieur Michel Ngachou, vous voyez, on a introduit de manière subtile. Lorsqu'on a commencé à avoir le premier problème, le chef de l'État est sorti en disant tout Camerounais devait se sentir chez lui partout au Cameroun. Mais on se retrouve avec ces expressions où les gens disent que vous avez envahi, on veut récupérer nos terres, on veut faire ceci, on veut faire... Alors, c'est dans quel sens? Dans le sens que nous souffrons et parce qu'on souffre chez vous. Il y a l'or, il y a le bauxite, il y a le diamant, il y a, je ne sais pas moi, le manganèse à l'est du Cameroun. Ce sont les gars de l'est qui profitent.
Pourquoi ne se sont-ils pas levés pour dire que nous sommes les autochtones, vous qui venez d'ailleurs, les allogènes, vous devez partir de chez vous? Pourquoi est-ce qu'on ne se soulève pas là? Vous voyez que le débat est faussé au Cameroun. Il ne sert qu'à une seule chose, servir cette élite prédatrice qui a littéralement échoué. Et on devrait poser même, comme ça se passe au Canada, M. Michel Gachou, on devait poser comme au Canada. Vous savez, je prends le cas de l'Ouest que je maîtrise un peu, M. Michel Gachou, et un peu du Mbam. Lorsqu'on vous donne le terrain, on vous dit que ce soit allé dans le Mbam jusqu'à la plaine de Tika, dans la zone. Quand on vous donne le terrain, même si vous avez peur, on vous dit que monsieur, vous avez 3 ans. Si en 3 ans, vous n'avez pas mis en valeur la première personne qui arrive, on lui donne le terrain. C'est une règle. Tout, c'est la bagarre de terre, on cherche à avoir. C'est quand ça ne va pas, on dit, ah, levez-vous, il faudrait qu'on réclame. Donc, j'estime que le débat est biaisé. On devrait retirer ces expressions de la Constitution camerounaise parce qu'aujourd'hui, elle est reconnue même à l'échelle internationale. C'est les Pygmées qui sont reconnus comme étant les populations autochtones et minoritaires au Cameroun. Allez fouiller dans tous les documents, c'est pas moi qui le dise. Mais au Cameroun, si on voudrait introduire cela au sein de la Constitution, et bien qu'on précise, comme a dit Mbabok, les autochtones, c'est les Bassas, ensuite sont arrivés. Parce que même à l'heure actuelle, dans la zone du Nord Cameroun, il y a une discussion. Les Peuls disent que ce sont eux qui sont les premiers, alors qu'il y a les populations Boum. Les Boum sont les tout premiers qui ont occupé ces zones. Donc vous allez vous rendre compte que ça mène, et c'est comme ça qu'on se retrouve à ceci qu'on ne parvient pas à dire qui est héros national, qui est martyr. On prend, on englobe tout le monde pour faire un foutu. C'est une panacée, c'est un fait camerounais, savoir embrouiller pour régner. Les Camerounais devaient comprendre que le régime a lamentablement échoué et mettre au devant l'affaire de autochtones halogènes, c'est que pour envenimer et les permettre de surfer sur cette vague. Je voudrais, cher Lamé, juste à votre suite, avant de donner la parole à Mbon Bengan, qui va encore se prononcer cette question, dire qu'à Banganté, là-bas, je connais des Bororo qui y habitent, qui sont venus de l'extrême nord, du nord Cameroun, et qui sont pour beaucoup des éleveurs, et qui s'expriment en Medimba. Genre, moi-même, je ne parle même pas le Medimba là. Oui. Très honnêtement, allez là au Carrefour Banekane à Banganté, vous allez rencontrer, il y en a même d'ailleurs qui ont fait des petits restaurants là-bas, et qui sont des Bororo, et qui s'expriment en Medimba avec un... C'est-à-dire, le pur Medimba, il n'y a que le chef Banganté qui peut les comprendre, même moi je ne les comprendrais pas. Les autochtones, alors, il y a cette réalité. Ils sont partis de l'extrême nord Cameroun, ou du nord Cameroun si vous voulez. Ils sont bien sûr à Banganté là-bas, ils y vivent et ils sont tellement bien accueillis et on fait corps avec eux. Je voudrais également peut-être prendre le cas, souvenez-vous... C'est même le cas des musulmans, des tout pourris qu'on enterre partout. Oui. Partout au Cameroun, ils ne rentrent jamais chez eux. Même si là où ils décèdent, c'est l'emploi. Il y a un sujet qui nous interpelle, c'est ce qui s'est passé récemment au sud de Cameroun, où on a fait partie des Bamoun. Souvenez-vous de cette localité, parce qu'on estimait qu'ils ont créé le désordre et tout. On a cassé boutique, et il y a eu des mots qui ont été assez durs et qui n'ont pas été reprimandés. Personne ne s'est levé pour dire on va vous reprocher pour vos propos. Alors, puisque vous parlez de Saint-Mélima, je vous amène dans le village à Comtois, où il y a un chef traditionnel. Il a régné pendant plus de 25 ans, donc 30 ans. Il était chef traditionnel. Lorsqu'il décède, il était très aimé de tous à Comtois, là-bas à Saint-Mélima. Lorsqu'il décède, la famille dit on va aller l'enterrer à Banenkop. Les populations disent non. C'était notre chef. Nous l'avons aimé, il a vécu la dernière avec nous, son corps reste ici. Voilà donc un acte comme celui-là qu'on a, très appréciable. Dans le sud. Parce que oui, dans le sud, très appréciable, mais je peux le dire, c'est très appréciable. On dit non, c'est de notre chef, il reste ici, vous ne partez pas avec ses restes, parce qu'il nous a administré et tout, nous continuons de vivre ensemble. Voilà par exemple, comment vous appelez ça, vivre ensemble, une intégration qu'il faut développer au Cameroun. Bravo, cher Lamel. Je pense que nous faisons trop de confusion. Tribalisme n'a rien à voir avec allogène autochtone. Non, le problème c'est la confusion effectivement qu'on fait. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai dit, ce chef a été élu par les autochtones de là-bas. Ils l'ont adopté comme leur fils qui est devenu leur papa. Ils disent, vous n'allez plus ailleurs, vous êtes ici. Donc, il ne faut pas ça, ça ne veut pas dire pourquoi on l'amenait, pourquoi sa famille voulait l'amener à Bandenkop. Précisément parce qu'il vient de quelque part. Parce qu'il vient de quelque part. Mais ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Vous parlez des gens. Il y a une forte communauté musulmane à Sombengue. La première unité industrielle créée au Cameroun en 1884 par des Allemands, c'était à Sombengue, une savonnerie. Et les gens qui venaient à Sombengue ne parlaient pas la langue bassa.
On les a acceptés. Ce n'est pas les Allemands, on ne les a pas déportés. Les gens venaient, tout le monde. Moi, j'ai pris la petite école que j'ai fait ça, je l'ai fait avec les Wankep et tout ça qui sont là, qui parlent ça avec les proverbes. Il n'y a jamais eu de tribalisme entre nous. Donc le fait... Non, mais ils savent qu'ils sont chez les Bassa. Ils sont chez les Bassa, donc ce n'est pas ça. Il ne faut pas faire de l'amalgame comme les politiques qui font là. Et ils utilisent ça justement pour opposer les gens. Alors que les Africains, ils acceptent les autres. Que vous veniez, les gens qui sont quittés du nord, de l'ouest pour aller s'installer à Mbam, parce que faire le commerce, qui les a accueillis alors qu'ils ne connaissaient même pas la langue? Justement, c'est ce consensus, si on laisse les Africains avec la tradition africaine négocier cela dans l'entrée dans la République, il n'y aura pas de problème. En réalité, Maman Bengan, est-ce qu'on devait parler d'Octotoni? J'ai dit oui, oui et oui. Il y a un Marseillais, il y a un Parisien. Pourquoi on parlait de Bretons? Non, mais c'est quoi l'importance pour nous, Africains? Parce que mais justement, avant que la République n'arrive, bon, Bengan, nous vivions sans connaître justement ces limitations. On le savait justement. Moi, je peux me réclamer ici, par exemple. Je peux donner... Est-ce que vous qui êtes Bassa, vous réclamez justement de dire je délimitais mes terres, je délimitais justement... J'ai dit oui. Par exemple, le peuple Bassa, tout le monde le sait. C'est à partir du Haut-Kam actuel, tout le littoral, jusqu'à... Dans le centre, en Bankomo, si vous prenez la nationale numéro 3, oui. À Otélé, si vous prenez la voie ferrée, et jusqu'à une partie de l'océan. Ça, c'était connu. Ça, c'est depuis des siècles. Et je vous donne une dernière expérience. En 2008, vous pouvez vous référer au département archéologie de l'université de Yaoundé 1. On a trouvé des reliques en dôme, par exemple, et quand on les a mis sur carbone 14, ils sont là, ils ont dit, ces reliques de fer, de transformation de fer, datent de 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est à Yaoundé 1, département archéologie. Donc, quand les Bassa disent, par exemple, ici à Douala-au-Son, là je le dis et je mets tout le monde à défi. Le premier ancêtre Bassa assis à Douala s'appelait Mbimb. Et quand il déclinait son identité, il disait qu'au-delà de lui, il n'y a que Dieu. Il s'appelait Mbimb Lolombe, il n'y a que Dieu. Donc le territoire Bassa est connu. Et ils sont partis d'ici pour aller en Égypte. Et ils sont rentrés. C'est connu. Mais ça ne veut pas dire que en accueillant les autres, ils vont dire « Eh non, vous venez nous envahir ». Non, ça n'a jamais. Et justement, c'est ce type de comportement qui n'existe pas chez l'Africain. Et quand on vous dit que vous êtes mal occidentalisé, c'est justement à quoi ça donne. Parce que les autres peuples qui accueillent, on accueille les gens. Et dans nos traditions, quand vous traversez... Vous trouvez un régime de bananes douces qu'on installe, soit les papayes, avec une canarie d'eau bien couverte et tout. Quelquefois même les vérandas de nos maisons, avec des lits. Pourquoi? Parce que n'importe quel passant peut venir, peut manger. Voilà comment on vit. C'est ça qu'il fallait donc intégrer dans la République. Et le drame, c'est que pour notre pays, le Oumniobé que nous pleurons aujourd'hui, si lui, ou Wandje, ou Moumie, ou Kingé, avait pris le pouvoir pour apporter cela, on n'aurait pas eu des conneries qu'on voit aujourd'hui, de tel est envahisseur, tel est autre envahisseur. Non, on n'aurait jamais tenu ce type de langage. Merci beaucoup, Maman Bengan. Allez, Karen Sontia, le message de nos téléspectateurs. J'ai une tante qui a déjà fait plus de 40 ans à Tchang. Elle a voulu acheter un terrain là-bas, mais le chef lui a rappelé qu'elle était une douala. Et les terrains, on les vend seulement aux enfants du village. Mais à Douala, chacun vient l'ouvrir et réclamer qu'il est camerounais et peut vivre au Cameroun et faire ce qu'il veut. À vous-même, mes grands-parents, ça vous apprendra à vendre les terrains au non-sawa. Voilà qu'ils viennent réclamer même les chefferies. Allez dire à Yaoundé. Ce genre d'expression je suis pas d'accord avec à réprimer, on ne devrait pas avoir ce genre de langage. Ça existe. Je prends à Bangaté, on a le commissaire. J'ai dit ça existe. Il y a même on vend les terrains partout. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Qui ont acheté? Le magistrat, il y a un magistrat ici, on lui a retiré le terrain quand on l'a fait. Il est même en fonction aussi, je ne citerai pas son nom. On vend les terrains en Balmayo, il suffit d'avoir de l'argent pour acheter. On vend les terrains partout. On vend les terrains partout. Je vous prends le cas le plus récent, c'est le commissaire Sombe
Pende qui est en train de faire une ferme, il est installé à Banganté, il vit à Banganté. Voilà. Ils sont nombreux qui sont installés, que ce soit à Bafoussam, l'adjoint à Bafoussam, il s'appelle Alfred Nguini. Est-ce qu'on va se placer là pour passer tout le temps à faire des calculs en disant que X? Non, ça c'est nous ramener plus bas que terre. Ce type de débat, c'est pour nous ramener plus bas que terre. Nous avons besoin, ça nous ramène plus bas que terre. On n'a pas besoin de ce type de débat pour le Cameroun. Merci beaucoup. Allez, Karine. Le Cameroun n'appartient à personne. Mafou Cheko qui écrit ce matin. Personne n'ira dans sa tombe avec les immeubles, ses comptes en banque et autres richesses matérielles. Qu'on nous laisse ça, tout le monde est libre d'habiter et d'investir où il veut au Cameroun. Edith Francine Chekina qui nous a écrit ce matin. Vous allez à Berthois, vous avez des gens que le père est né, il a grandi, le grand-père est arrivé s'installer, il a fait le fils a fait les petits-fils. Les enfants, là, vous leur dites même qui sont, je ne sais pas moi, de Yokado, je sais pas moi, de Banganté, vont vous dire que non, on ne connaît pas, on ne vit que là-bas. C'est comme ça à Boulova, c'est comme ça à Sambelima, c'est comme ça à Kenzo. Ils sont partout. La preuve aujourd'hui, vous allez en France, vous avez des Camerounais sur la toile qui se réclament être des maires. Je suis maire, il a un nom, une consonance camerounaise, il dit qu'il est maire de Paris. Et que, pourquoi là-bas on ne lui rappelle pas qu'il est pour autochtone, qu'il est allogène? Non, on rappelle. On a appelé à Sarkozy lui-même qu'il n'était pas d'origine française. On le fait, non? On le sait. Non, ne dites pas comme ça. Ça se sait, même en Manuel Valls, dernièrement, on le fait tous les jours à Cohn-Bendit, à tout. On le fait, mais on accepte. On tolère, on accepte. Ça n'apporte pas à des... Voilà. Ça ne devrait oui, pas mais se faire. on tolère. Mais ça se fait. On accepte. Mais au Cameroun, vous voyez comment ça la montée sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais justement, parce que comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Nous avons un gouvernement qui a perdu la tête. Aussi a occasionné ça. Non, c'est pas la décentralisation, mais depuis les années 50. Aujourd'hui, ça prend cette ampleur et cette orientation parce que la décentralisation a été accidentelle. C'est cette orientation-là qui fait cela. Vous vous rappelez que le fait qu'on introduise dans la loi autochtone allogène aux Camerounais sans leur dire ce que ça signifie et comment il faut appréhender cela, mais dites-vous que chacun va prendre ça comme il veut et faire de ça ce qu'il veut. Et pour la loi n'a pas plusieurs explications. Il faut expliquer clairement aux gens les termes qui sont impliqués dans la Constitution. Très bien. Message. Les Occidentaux permettent aux Camerounais de devenir maires et préfets chez eux. Croyez-vous qu'en Occident, il n'y a pas de population souche? Dépassez les débats de république bananière. Ndongo Abe Solo. C'est tout. Vraiment. On doit retirer ça. On doit retirer ça de la constitution autochtone allogène, qu'on enlève ça. Mais qui va retirer? Ça ne veut rien dire. Ceux qui ont mis ce qu'ils ont intégré, on retire. Oui, mais qui va retirer? Parce qu'aujourd'hui, ça fait la fierté de beaucoup. Vous savez qu'on s'en sert aujourd'hui pour manipuler les consciences camerounaises, pour manipuler les populations camerounaises. Monsieur Michel Ngachou, l'expérience a démontré que les propriétaires d'un terrain n'investissent généralement pas sur ce terrain. Oui. C'est toujours ceux qui viennent d'ailleurs. Je dis partout. Partout là, vous parlez. À ce moment, tu dis bien le propriétaire d'un terrain, non? Oui, je ça veut dire qu'il appartient à quelqu'un. Non, quand vous donnez comme ça, Chalamel, excusez-moi, quand vous dites, justement, c'est ça, c'est ce genre de terminologie qui n'est pas bien. C'est ça, justement, qui a envenimé le débat des ojulatistes qui nous gouvernent. En faisant croire que Oumniobel avait dit en décembre 51 à Kumba, en faisant croire aux uns qu'ils sont paresseux, les autres sont travailleurs. Ils vont dire, oui, mais vous n'investissez pas, c'est nous qui... Et justement, c'est ce genre de choses qu'il ne faut pas tenir. C'est ce genre de langage qu'il ne faut pas tenir. C'est-à-dire que l'État, quand on interpelle l'État, vous pouvez bien être un Kirdi et vous dirigez la population de Douala. Sans que cela ne gêne. Nous sommes d'accord que tout l'État appartient à l'État. Nous sommes d'accord que dans le principe du Cameroun, tout l'État appartient à l'État. Non. À tout moment, l'État peut vous délocaliser là pour les... J'ai dit non, puisque l'État lui-même, dans la loi foncière de 77, dit quoi? La terre appartient à celui qui la met en valeur le premier. C'est ce que dit. Comment tu dis non? Toutes les terres appartiennent à l'État. À tout moment, l'État, s'il a besoin pour utilité publique, on vous dégage. Pourquoi l'État dédommage les gens? Pourquoi l'État indemnise? Parce qu'il estime que vous vous êtes installé, vous avez eu la mise en valeur. Non, parce que l'État, la même loi vous dit que la terre appartient à celui qui la met le premier en valeur. Mais c'est ça qu'on parle de la mise en valeur. Je ne dis pas que toutes les terres appartiennent à l'État, non. Ne connaîtrait pas les populations. Bon, on a vu de PK14 à PK21, toutes les populations, on a vu la non, mais Bédi que vous avez pris tout à l'heure en exemple, c'est vrai. Oui, merci Chalamel. Je vous en prie. Allez, Karine Sontia, nous écoutons.
On est tous étrangers au Cameroun, sauf peut-être les Pygmées. Donc, les histoires d'allogènes autochtones là, laissez-nous avec ça. Moi-même, je me pose la même question. Autochtone, allogène, ça veut dire quoi au juste? La terre n'appartient à personne. C'est Dieu qui l'a créée et personne ne peut dire que cette terre, c'est pour nous. Tout le monde a droit de vivre là où il se sent à l'aise. Ce sont les colons qui ont introduit ces différentes appellations. Pays Bamileke, pays Bamoun, pays Ewondo, etc. Cela n'existait pas avant la colonisation. Ça existait. Ça existait. C'est pas non plus péjoratif. Ce n'est pas péjoratif, ça existait justement. L'histoire du jour est... voilà, je ne vais pas lire ce message-là. Moi, je suis née à Bertois, grandi à Bertois. Si jamais j'ai un projet, c'est là-bas. C'est là-bas que je vais réaliser en premier. C'est pas normal, ces choses. Tania Pamphile qui écrit ce message. Vraiment, nous avons du boulot dans ce pays en 2020. Regardez les sujets sur lesquels on débat, allogènes autochtones. Non, mais on ne débat pas. Enfin, du moins, on débat, oui, effectivement, on en parle parce qu'il y a des problèmes. Et il y a un problème, justement, on pose le problème sur la table, chacun donne son avis, et on entend également les vôtres. Donc, oui, ne dites pas que... Le téléspectateur veut dire qu'en principe, ce n'est pas un problème. On ne devrait pas être au Cameroun en train de savoir qui est d'ici, qui n'est pas d'ici, qui doit rentrer chez lui ou bien qui doit rester ici. Tu accueilles quelqu'un chez toi, tu l'héberges, il s'installe et il pense qu'il peut réclamer les droits, chasser les autres. Je ne vais pas lire la tribu qui a été indexée. Kiki Queen qui a écrit ce message. Le tribalisme s'est divisé pour mieux régner. Stratégie du régime en place. Paul Silva. Ce gars a trempé par rapport à l'histoire du jour. Il a trempé et il est dans un enclos. Il faut le sortir. La mère doit l'attacher et l'envoyer chez un tradit patricien. C'est tout. Steve Mbiamo qui a écrit ce message. On doit supprimer ces termes d'autochtone et allogène. Peine d'amende pour qui prononce ces mots. On ne saurait évoluer dans ce pays. Sinon, chaque Camerounais est chez lui partout sur le territoire triangulaire. Il est temps que les Pygmées et les Bororo récupèrent leur pays, le Cameroun. Antoinette Mani qui nous a écrit ce message. Oui, parce que après tout, nous sommes chez eux. Hein, s'il faut vraiment dire qu'autochtones... Quand on change de ville, il est bon de connaître quel esprit opère en ce lieu. Par rapport à l'histoire du jour, en ce lieu et prendre ses dispositions pour échapper aux nombreux pièges. Moi, par exemple, lorsque la société dans laquelle je travaille m'a affecté dans le sud-ouest, certains pasteurs m'ont donné des conseils sur les réalités spirituelles concernant ma ville d'affectation et sur comment je devrais me comporter pour échapper aux pièges. J'ai reçu également des prières et des bénédictions d'une maman à l'église. Je vous assure que depuis que j'y suis dans cette ville, la protection divine est sur moi et je vois les résultats positifs par rapport aux bénédictions des pasteurs de cette maman et de cette maman de l'église. Super. Lorsque la crise économique a été déclarée dans les années 90, beaucoup de familles ont tout perdu et certains parents se sont suicidés ou ont eu la folie. J'aurais voulu voir parler les portefeuilles magiques à l'école. Qu'est-ce qu'il veut dire? Attendez, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'ils ne comprennent pas comment on introduit les portefeuilles magiques aujourd'hui alors que la crise n'a pas atteint celle de 90 par exemple. Merci. Allez, la revue, rapidement la revue des réseaux sociaux, Karim. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux notamment, on s'intéresse à la mémoire de Nyobe, combattant pour la libération du Cameroun, qui sur la toile depuis hier, comme ça fait le tour, les uns et les autres se sont prêtés au jeu de ces différentes citations. Je vais reprendre quelques-unes pour vous. Certains prêtres catholiques, oubliant que l'évangile s'élève contre les injustices, font les griots du colonialisme et nous traitent d'anti-religieux. Ce qui est très faux d'abord parce qu'il ne peut y avoir d'Africains anti-religieux. Ensuite parce que nous ne considérons pas le travail forcé, l'indigénat, la spoliation des terres, l'exploitation colonialiste en général comme des recommandations prescrites par la Bible. Au contraire, ce sont ces prêtres qui, en faisant de l'Église une tribune politique, ressemble à ces trafiquants que Jésus chassa du temple. Ça, c'est Nyobe, rapport présenté au premier congrès de l'UPC à Tchang le 10 avril 1950. On peut encore prendre cette autre phrase qui était de lui: détruire l'individualité de son corps et le ramener à la masse
informe et méconnaissable. Ça, c'est l'une des phrases qu'il reprenait et que la toile a choisi de partager avec nous hier, 62 ans après le 13 septembre 1958, 13 septembre 2020, ça fait 62 ans notamment que Oum Niobé a été assassiné de plusieurs balles, et c'est plus tard qu'on a su, on a commencé à évaluer véritablement la date de sa mort. Mais bon, sur la toile, les gens ont décidé de rentrer dans l'histoire et de questionner aujourd'hui où se trouve l'UPC, où se trouve l'âme même de ce combat jusqu'aujourd'hui, l'héritage. On a vu les images de sa maison située en Commando, si je ne me trompe pas, abandonnée. Ces images-là font le tour de la toile chaque année qu'on célèbre l'anniversaire de la mort de Oum Niobé. Voilà. Bon, Bengan, ça c'est la maison de Oum Niobé. Nous sommes bien sûr en Commando à Douala. Vous trouvez justement que c'est une maison digne d'un nationaliste camerounais qui a donné de sa vie pour sauver la terre camerounaise. Oui, en principe, cette maison ne devait pas être détruite. Il l'a abandonnée en mai 1955 parce qu'il avait porté plainte contre un blanc et les informations qui lui parvenaient disaient que c'est lui qui allait être condamné et mis en prison. C'est comme ça qu'il s'est replié à Boumiébel, dans son village natal, pour se réfugier simplement. Donc c'est une maison qui est là depuis des années 50. Il l'a abandonnée en 55. Maintenant, ça pouvait être une problème de musée, c'est-à-dire conservé comme tel, et à l'intérieur en faire, par exemple, mettre ces grandes publications, un certain nombre de ces cheminements avec ses camarades. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'effectivement, il appartenait dans le même comité de base que Ernest Ouandjé, King et Félix Roland Moumié. Ils étaient dans le même comité de base. En Commando, j'étais vers le marché, là au marché Plantin. Là où donc cette maison, siège, en réalité, aujourd'hui, devrait être considérée comme un vestige de l'histoire du Cameroun pour l'image de Oum Niobé, quand l'homme qui a été 62 ans comme après son décès. C'est ce qu'on doit garder de lui comme nous savons, comme mémoire. on parlait tout à l'heure de tribalisme halogène. Voilà un autre problème que Oum lui-même avait relevé à ce moment-là. Quand il disait dans le même texte, après ce congrès de Tchang, il a commencé à développer comment ce qu'on appelle l'intelligentsia allait être dévoyée demain. Donc, en principe, on a un État, permettez l'expression brouillon, un État qui veut effacer tout de la mémoire collective. Est-ce que c'est l'État qui veut effacer ou c'est la France? L'État a voté qui une fait loi tout pour effacer justement oui. ce que Oum Niobé a laissé comme vestige, comme trace justement de l'histoire, permettant bien sûr aux Camerounais de rester aussi de vrais combattants pour leur pays. Absolument. C'est pour cette raison, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les Français ont fait une enquête ici en 1990 qui disait que si on a fait une ouverture démocratique, le candidat de l'UPC allait gagner l'élection présidentielle avec au moins 60% de suffrages. Et on a donc décidé de diviser l'UPC. Et je pense que hier même à Edea, les autorités administratives, malgré une manifestation qui est interdite, sont allées pour faire commémorer. Mais vous voyez... non, dites-le bien, que malgré les manifestations qui sont en train interdites par le sous-préfet de violé eux-mêmes une manifestation. Enfin, la loi hier à Edea. Voilà. Le sous-préfet de DA2 n'a pas délivré de manifestations à Bas-Port les portes, mais le secrétaire général du comité central de l'EDPC s'est rendu avec toutes les autorités administratives. Voilà. Voilà, au premier rang duquel le gouverneur. Donc, eux-mêmes, ils piétinent les tests. Voilà comment on se réserve, on réserve la mémoire de Oum, malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, allez, madame, messieurs. On marque une pause rapidement, même si concernant l'UPC aujourd'hui, Belegalincourt est reconnu comme étant le vrai SG de ce parti, comparativement à tout ce qu'on peut bien comprendre aujourd'hui. Juste une petite pause. Allons saluer Constille Amine qui est avec nous ce matin sur le plateau B et il vient nous parler de Ilisop, madame, messieurs. On l'accueille dans un instant.
Nous retrouvons bien sûr à l'instant Consti Lamine. Bonjour Consti et bienvenue. Alors bonjour Michel Gachou, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin sur le plateau comme d'habitude. Et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, particulièrement ceux de l'émission 10-12 Le Zénith qui sont connectés à l'instant de par le monde. Alors ce matin, je viens encore avec une très très bonne nouvelle. Alors ces téléspectateurs-là qui ne cessent de réclamer encore et encore des doubles réductions du côté du magasin Mille Tapis, je ne peux que fléchir bien entendu aux doléances des téléspectateurs, raison pour laquelle au lieu de 10 jours, j'augmente de 1 mois de double réduction sur toutes les marchandises du côté du magasin 1001 Tapis, hormis les pommades et les Von Bio. Tous les autres produits qui sont en vente au magasin 1001 Tapis vont bénéficier d'une double réduction jusqu'au 15 octobre 2020. Oui, je dis bien pendant 1 mois, bénéficier d'une double réduction encore et encore du côté du magasin 1001 Tapis. Ça veut dire quoi? La languette médicale qui coûte normalement au prix de promotion de 6 500 francs, vous l'achèterez à 6 000 votre languette médicale pendant 1 mois. Ceci à la demande, une fois de plus, de tous les clients du concept Salaka, des téléspectateurs de cette émission. Mais je rappelle que cette double réduction-là ne concerne pas les Von Bio et la pommade contre les hémorroïdes. Donc, ces deux produits du magasin 1001 Tapis sont écartés de cette double réduction, mais alors restent toujours au prix de promotion. Que ce soit la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit le Von Bio Oméga 3, ces deux produits restent toujours en pleine promotion du côté du magasin 1001 Tapis. Alors pour ce lundi matin, nous allons commencer par la présentation de cette languette médicale. Regardez comment elle se présente. Là, c'est le bas de la languette et là, c'est l'intérieur de la languette. Cette languette médicale permet d'éliminer totalement les douleurs de la plante du pied. Cette languette médicale permet bien entendu c'est-à-dire d'avoir une plante des pieds en bonne santé, tout en rappelant à nos téléspectateurs que la douleur de la plante du pied cause parfois plusieurs autres douleurs, telles que la douleur au niveau du cuisse, la douleur au niveau du pied, la douleur au niveau du dos. Ah ben oui, il faut le rappeler parce que c'est la plante des pieds qui porte notre corps. Si cette plante des pieds a des problèmes, les autres parties du corps auront sûrement des problèmes. Alors pour éviter cette douleur au niveau de la plante du pied, je vous conseille de venir au magasin 1001 Tapis et d'acheter votre languette médicale qui est bien entendu en double réduction du côté du magasin 1001 Tapis. Ceci pendant 1 mois. Et je rappelle bien entendu que le stock, il est encore très très limité pour cette double réduction du côté du magasin 1001 Tapis. Le prix normal de cette languette médicale est de 8 000. Le prix de la promotion est de 6 500 francs. Le prix de la double réduction est de 6 000 pour une paire de languettes médicales. C'est l'occasion d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, que ce soit les personnes âgées, les adolescents, les adultes, les personnes du 3e âge. Chacun devrait avoir sa languette médicale. Même ceux qui n'ont pas de douleurs à la plante du pied, cette languette médicale permet également de nous prévenir contre les douleurs au niveau de la plante du pied. Et en ce moment, vous l'avez à 6 000 francs au lieu de 6 500 francs à l'occasion de la double réduction du côté du magasin 1001 Tapis. Vous aviez été encore nombreux à réclamer cette double réduction. Vous aviez été nombreux à demander au concept Salaka de maintenir la double réduction. Alors, je le fais pour vous parce que les clients sont les partenaires du concept Salaka. Et quand un partenaire demande quelque chose, l'autre partenaire devrait répondre favorablement. Raison pour laquelle j'ai donc répondu favorablement à cette double réduction que vous avez demandé. Et je vous permets d'acheter votre languette médicale que voici, la paire de languettes médicales à 6 000 francs. Et nous livrons dans tout le Cameroun. Donc, commandez-les à présent du côté du magasin 1001 Tapis et soyez les bénéficiaires de cette languette médicale. Merci Consti, merci à vous, merci. Et on vous retrouvera assurément pour d'autres communications au courant de l'émission ou encore dès demain. Merci. Karine Santia, nous vous écoutons pour la suite. Oui, le deuxième sujet s'intéresse notamment à ces manifestations interdites dans les villes de Douala et Yaoundé par les gouverneurs des régions jusqu'à nouvel ordre. Les déclarations,
Ces déclarations ont été signées par les gouverneurs des régions le 11 septembre. Celles-ci concernent notamment Douala. Les manifestations sont interdites et dans l'arrêté, autant pour moi, il est interdit à compter de la date de signature du présent arrêté toute réunion, manifestation publique non déclarée dans les régions du littoral, la région du littoral, jusqu'à nouvel ordre. Et tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera exposé aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. On sait que depuis quelques jours, la toile est en ébullition et même l'espace public et politique aussi, justement à cause de l'annonce de la manifestation du MRC prévue le 22 septembre prochain. Alors, pourquoi est-ce que les gouverneurs menacent notamment ou encore veulent suspendre ces manifestations-là? C'est toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Merci. Charles Mathieu, vous avez vous aussi lu ces, on va dire, ces sorties des gouverneurs du centre et du littoral, non? Oui, de quoi l'État a peur? De quoi le système a peur? De quoi le régime a peur? Monsieur Michel Ngacho, il faut dire que lorsqu'on essaye de voir comment le régime a toujours fonctionné depuis 82, je commence depuis les années 82 à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y a eu un soupçon d'un désordre, une annonce, à l'immédiat, on est passé toujours dans une phase répressive dangereuse. Une phase répressive qui est passée par des enlèvements. Après les enlèvements, des accusations, des condamnations, M. Michel Ngacho, où les gens se sont retrouvés parfois, où vous sortez de chez vous le matin, on se rappelle, vous sortez de chez vous le matin, après vous êtes en train de vouloir prendre, quand on vous interpelle, vous êtes parti, après vous vous retrouvez dans un service, on vous accuse de X ou de Y, parce que 2 ou 3 jours avant, on vous aurait vu causer avec un X ou un Y lié à ces différents événements. Donc ils ne sont que dans la logique de ce qu'ils font. C'est Bombok qui a l'habitude de dire sur son plateau, et là je parle sous son contrôle, que nous avons fait un régime hautement répressif. On est dans une répression dictatoriale, M. Michel Ngacho, où vraiment marcher, qu'est-ce que marcher a de droit? Dans les autres pays, on laisse les gens marcher. Vous voulez marcher, on vous encadre. C'est un droit reconnu même par la Constitution. C'est anticonstitutionnel, c'est antidémocratique. C'est antidémocratique même d'empêcher le peuple qui veut s'exprimer. Vous avez certainement lu Jean-Michel Nintieux qui est revenu quand même interpeller le gouverneur sur cette sortie-là, Charles Hamel. Monsieur Michel Ngacho, qu'on sorte même 1000 pamphlets, ça ne changera pas. Alors où je vous parle, des moyens ont déjà été décaissés, des fonds ont déjà été mis à disposition par région, des instructions ont déjà été données. Vous avez commencé par parler de Facebook, ou des gens de l'aéroport où vous arrivez, vous vous faites interpeller. Je peux vous rassurer que c'est devenu très grave au niveau des aéroports, lorsque vous débarquez, surtout si vous venez de l'Allemagne, les pays là où il y a trop des activistes. Lorsque vous débarquez, à l'immédiat, on vous saisit. D'abord, il faudrait qu'on enquête. Pareil, même sur les groupes WhatsApp, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à utiliser certaines expressions, parce que l'ensemble des groupes WhatsApp sont aujourd'hui bien contrôlés et infiltrés. Tout ce que vous dites sont screenshotés, comment les récupérer. Vous êtes aussitôt, à l'immédiat, vous recevez un appel, parce qu'il y a des lignes, on appelle pour vous dire, monsieur, il y a telle chose que vous êtes en train de dire, préparez-vous, parce que donc, j'ai dit que nous sommes là, dans une répression qui ne dit pas son nom. Je suis désolé de le dire. Il serait question aujourd'hui que le gouvernement dit, vous voulez marcher, on vous laisse marcher. Mais comme il y a le syndrome du Mali, il y a le syndrome du Mali qui plane véritablement. Hier, quand le chef de l'État partait voter en février 2009, au sorti, il a dit c'est les petits partis qui ont boycotté. Donc, que ce soit un petit parti encore aujourd'hui qui veut marcher, qu'on interdit désormais la marche, ça veut dire que c'est vous qui traitez des petits partis, qui donnez même encore plus de poids à ce petit parti. En tout cas, on va dire que ça bouge énormément sur la toile. Tellement de faux profils viennent d'être créés sur Internet, et quand vous regardez, vous lisez les différentes déclarations de ces faux profils, vous comprenez effectivement qu'il y a une autre bataille qui se mène sur la toile. Il y en a
qui se servent justement de ces faux profils pour manipuler autant qu'ils peuvent les populations et faire peur aux uns aux autres. Et le combat, pour ceux qui sont sur la toile, ils peuvent bien le lire. Merci à vous, cher Lamine Bachou. On retrouve à nouveau Concy Lamine dans un moment, madame, messieurs. En tout cas, on aurait bien voulu avoir cette transition qui nous ramène à Concy Lamine, mais il est déjà avec nous à nouveau. Concy, vous revenez nous parler justement d'un produit qui nous permet de nettoyer nos oreilles. Concy. Bien entendu, mon cher Michel Gachou, il faut le rappeler que tu en fais partir des utilisateurs de cet appareil. C'est bien entendu le Earlys Up. J'aime l'appeler appareil pour nettoyer oreilles. Yes. L'école c'est appareil pour nettoyer oreilles. Donc, any man must get a appareil pour nettoyer oreilles. You the small picking, you the big man, you must get a appareil pour nettoyer oreilles. Donc, évitez d'utiliser les cotons-tiges, évitez d'utiliser les brindilles de balai, les bûchettes d'allumettes et même les stylos que vous enfoncez de temps en temps à l'intérieur de vos oreilles. À travers ces images, on peut d'ailleurs voir les bienfaits de cet appareil. Ceux qui sont derrière la fabrication de cet appareil, ceux-là qui ont eu l'idée de la fabrication du Earlys Up qui vient aujourd'hui comme un appareil innovant, un appareil tout beau, un appareil qui vous permet de nettoyer délicatement mais alors facilement vos oreilles. Et ce matin, je ne cesserai de le conseiller à tous nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Vous savez très bien que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Quand c'est pas bon, nous ne vendons pas. Raison pour laquelle on a donc décidé de commercialiser du côté du magasin 1001 tapis le Earlys Up. Et nous sommes, il faut le rappeler, les premiers au Cameroun et en Afrique à commercialiser le Earlys Up qui est également en double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Il est neuf, il est dans le carton, il est vendu avec garantie. Il coûte normalement la somme de 9 000. Le prix de promotion est de 7 500 francs. Mais comme vous aviez demandé la prolongation une fois de plus, oh là là, ces téléspectateurs, que je vous aime tellement, que vous êtes des partenaires, qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? Je ferai tout pour les téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout pour les clients du concept Salaka. Étant donné que au concept Salaka, quand on demande, on reçoit. Vous aviez demandé la prolongation une fois, je l'ai fait. Vous aviez encore demandé cela ce week-end, je la relance encore ce lundi matin et je vous donne un mois de double réduction. Vous voulez encore quoi, chers téléspectateurs? Donc venez au magasin 1001 tapis et achetez votre Earlys Up complet avec tous les accessoires à 7 000 francs au lieu de 7 500 francs et nettoyez délicatement vos oreilles. La rentrée scolaire, c'est le 5 octobre prochain. Alors, je conseille aux parents de bien vouloir acheter le Earlys Up aux enfants. Oui, il ne faudrait pas que les enfants, pendant que le maître est en train de dispenser des cours, que l'enfant ne puisse pas entendre ce que le maître est en train de dire. Donc, l'élément qui permettra à l'enfant de nettoyer ses oreilles bien au moins 2 fois, c'est-à-dire 2 fois le mois, c'est bien entendu le Earlys Up. Ainsi, l'enfant pourra très bien entendre les cours à l'école et sera très intelligent parce qu'il a pu nettoyer ses oreilles. C'est important parce que les oreilles qui sont bouchées, qui ne sont pas entretenues, qui ne sont pas nettoyées, c'est pas bien pour les enfants. Ainsi, on verra certains enfants qui vont prendre les stylos, les bûchets d'allumettes et les enfoncer à l'intérieur des oreilles. C'est pas bien, c'est pas prudent, c'est risquant pour les oreilles de nos enfants. Donc aujourd'hui, je conseille à tous les parents d'avoir les Earlys Up pour les enfants à la maison. Étant donné que la double réduction ira jusqu'au 15 octobre 2020, vous l'avez à 7 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les connaissez. Vous connaissez bien sûr, nous sommes en plein cœur de Douala, au quartier Aqua. Appelez dès à présent et commandez votre Earlys Up au prix de 7 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs que la double réduction est valable, bien entendu, sur tous les produits du magasin 1001 tapis, hormis les pommades et la gamme Von Bio. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 tapis, ouvert de lundi à samedi, de 9h à 18h. Et n'oubliez pas, nous livrons dans tout le Cameroun et bien sûr dans certains pays africains, donc pas besoin de se déplacer. Les numéros de téléphone, vous les avez, appelés et commandez votre Earlys Up.
Allez, merci à vous, madame, messieurs. Merci pour l'intérêt que vous trouvez tous les jours à nous regarder sur les antennes Equinox Télévision. Demain, lorsqu'il sera 10h, ce sera une nouvelle édition. Et là encore, nous espérons vous apporter, comme à l'accoutumée, tous ces sujets intéressants pour le Cameroun. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, avant de partir, madame, messieurs, nous vous confions encore la une de la nouvelle expression de ce matin. Panique dans le sérail concernant les manifestations publiques. Quelle analyse peut-on en faire aujourd'hui? Pourquoi Nasseri Paul-Béa de la région du centre, y compris Ivara Dibois Samuel, le gouverneur de la région littorale, qu'est-ce qui explique bien sûr cette panique aujourd'hui dans le sérail? À comprendre, à lire et bien sûr à se l'arracher absolument cet article dans la nouvelle expression de ce jour aux pages 2 et 3. À demain lorsqu'il sera 10h.